Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra : vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, qu'on n'avait pas fait d'enregistrement et j'avais envie d'un truc feel good et surtout, voilà, on va parler d'un chien, on va parler de son maître, on va parler d'une jolie histoire qui, pour ces fêtes de fin d'année, sont juste ce qu'on aime entendre. Et donc aujourd'hui, j'ai le bonheur, le plaisir et l'avantage d'être accompagné par Thibaut. Salut Thibaut. Salut Pierre, bonjour, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Alors en fait, l'histoire derrière tout ça, c'est que Thibaut, comme moi, on a un chien. Sauf que Thibaut, il a créé un compte Insta qui s'appelle La vie de Sora et où il raconte la vie de son chien, mais on va creuser un petit peu plus ce qu'il y a derrière. Est-ce que en quelques mots, Thibaut, tu veux bien te présenter, un peu dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, dans quelle étagère, tout ça. L'expression dans quelle étagère. Alors moi, je m'appelle Thibaut, j'ai 36 ans, je suis coach sportif. Ouais. C'est une reconversion professionnelle. Je fais ce métier depuis maintenant 6 à 7 ans. J'habite Paris. Ouais. Avec mon sibérien husky, ce qui est assez rare de trouver des huskies à Paris. J'ai pris la décision de prendre mon animal parce que j'avais beaucoup de temps devant moi. C'est moi qui organise mon planning. Et oui. Donc j'avais la possibilité de pouvoir rester avec mon animal aussi longtemps que j'en avais envie, besoin. Tu l'emmènes avec toi quand tu coaches ? Je peux l'emmener avec moi chez certains clients quand je vais coacher. Au début, je l'ai emmené systématiquement avec moi. J'avais prévenu ma clientèle que j'allais avoir un bébé husky et que j'avais pas envie qu'il reste tout seul tout le temps parce qu'il fallait que je puisse le surveiller. Est-ce que je pouvais le prendre avec moi ? Ouais. Alors bon, demander aux gens si on peut ramener une peluche vivante à la maison, en règle générale, ça va, ça passe bien. Et en fait, lorsqu'il a été beaucoup plus âgé, entre guillemets, j'ai arrêté de le prendre avec moi et les gens me demandaient pourquoi je venais plus avec. Et moi, j'expliquais que, en fait, c'est que désormais, il était adulte, donc il avait pas spécialement besoin d'être avec moi. Et en fait, il y a certains clients qui m'ont demandé si je pouvais continuer à la ramener. Voilà, ça fait que Sola vient la plupart du temps avec moi en clientèle. Et ça se passe très bien puisque Sola est un chien qui est très bien éduqué, très calme. Comme il est beaucoup sorti, comme je m'occupe beaucoup de sa dépense physique et mentale, c'est un chien qui est très calme à la maison. Ok. Voilà. Alors, question un peu perso, mais pourquoi t'as changé de vie comme ça ? Parce que en fait, j'étais très mauvais dans mon ancien travail parce que je n'aimais pas ce que je faisais. T'aimais pas ce que tu faisais et non. Ouais, mais il y a plein de gens qui aiment pas ce qu'ils font et qui y restent toute leur vie. Ouais. Mais moi, c'était pas possible en fait. J'étais trop mauvais. J'étais pas bon. Ouais. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que j'étais manager. Ouais. En fait, j'ai été vendeur en haute joaillerie, en haute horlogerie. J'ai des diplômes pour ça. C'est quelque chose que j'adorais faire. Okay. Et en fait, l'évolution a fait que on m'a demandé de passer manager, comme si en fait l'évolution naturelle du métier de vendeur, c'était d'être manager, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. C'est deux métiers différents. Donc, je suis passé manager et j'étais
vraiment pas bon dans ce que je faisais. J'étais pas organisé, je suis trop sentimental, trop émotif à certains moments. J'étais pas en plus assez mûr, j'avais pas la maturité pour pouvoir assumer les responsabilités qu'incombe d'être manager. Et donc j'étais bon 6 mois et après je faisais plein de bêtises, tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà, un peu comme The Office. Ouais. Voilà. Les managers, voilà, j'étais à peu près ça au niveau du manager. Donc c'est vraiment la catastrophe. Et donc j'ai décidé de me remettre en question et de changer de métier parce que c'était pas le mien. J'aimais pas ce que je faisais, j'étais malheureux, donc j'ai décidé de changer. C'est génial. Et a priori, ça doit marcher parce que quand on a essayé de caler l'enregistrement de ce podcast, l'un et l'autre, on avait des agendas plutôt hyper chargés et donc en fait, t'enchaînes les coachings là en ce moment. Exactement, c'est vrai. J'ai le privilège de vivre de ma passion parce que je peux vraiment dire que c'est une passion. Donc, en règle générale, les personnes passionnées sont des gens qui sont très demandés parce que c'est pas facile à trouver. Ouais. Se lancer dans la passion, c'est pas simple parce qu'on vous dira toujours non et on vous découragera toujours de prendre ce risque. Bon, après, je peux comprendre parce qu'aujourd'hui, on mise tout sur la sécurité et voilà. Bref, tout ça pour dire que je suis quelqu'un qui adore son métier. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là où je suis. T'as une spécialisation ou pas? Principalement musculation et fitness. D'accord. Voilà. Et une zone géographique en particulier, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être... Paris-Île-de-France. Paris-Île-de-France, d'accord. Voilà. Et alors, ça doit être cet été. Cet été, tu te balades avec ton chien. Tout à fait. Et il va se passer un truc un peu particulier. Un moment d'éternité. Vas-y, raconte-nous. En fait, Sola, j'essaie de varier beaucoup ses promenades. J'essaie d'éviter de faire toujours le même trajet. Sola, il est promené sans laisse dans Paris. J'ai réussi à apprendre à un husky à se promener sans laisse. Alors, si j'ai pas eu l'exigence managériale pour m'occuper des êtres humains, je l'ai eu pour mon animal. Voilà. Et en fait, tu t'étais formé avant? T'avais fait des trucs? T'avais regardé des vidéos? Avec des chiens, mais c'était mon premier chiot. D'accord. Ok. Voilà. Et en fait, avec mon chien, j'applique une règle qui est simple et que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien, et ce qui est vraiment pas facile à faire tous les jours, c'est je fais d'abord ce que je dois et après je fais ce que je veux. Ok, voilà. Joli. Voilà, donc c'est la règle que j'applique avec mon animal, ce qui a donné le résultat de pouvoir aujourd'hui promener mon chien dans les rues de Paris en toute sécurité. Il ne traverse jamais un passage piéton sans autorisation, il ne va pas voir les pigeons, il ne va pas voir les chiens sans autorisation. Enfin bref, c'est tout un cérémonial. Sachant que les huskies ont la réputation d'être fugueurs et autonomes, on va dire. Voilà, ils ont cette mauvaise réputation d'être autonomes, mais je pense que c'est surtout dû au fait que beaucoup de personnes les prennent parce qu'ils ressemblent à des peluches et les traitent comme des peluches, alors que ce ne sont pas des peluches, ce sont des êtres vivants qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin de cadre. Et cadrer un chien, c'est aimer. Voilà. Parce que cadrer un chien, c'est le protéger. Et le premier acte d'amour, c'est d'abord la protection. Demandez à une mère qui vient d'accoucher quelle est la première chose qui lui traverse à l'esprit quand elle vient d'accoucher. La première phrase, c'est « Est-ce qu'il va bien ?» Donc, il y a toujours cette espèce d'instinct de protection. Donc, cadrer un être vivant, que ce soit un enfant, que ce soit un animal dont vous avez pris la responsabilité, c'est un acte d'amour. Voilà. Premier acte d'amour, c'est la protection. Et donc, l'éducation, c'est la protection. Plus un chien est éduqué, plus il est libre. Ouais. Et le bonheur d'un chien, c'est la liberté. Le problème, c'est que la liberté, même dans la nature, ça répond à des lois. Voilà. Les animaux sauvages répondent à des lois. Et le pire, c'est que les sanctions assimilées à ces lois sont autrement plus difficiles que nos propres sanctions. Ouais. Voilà. Tu respectes pas la règle, la sanction elle tombe et en fait tu réapprends pas la règle derrière. Voilà. Raté. Voilà. Donc je vais devoir brancher mon ordinateur. Pas grave. Excusez-moi l'instant. Mais pendant ce temps-là, je vais meubler, et je vais raconter en fait comment je suis tombé sur toi, parce que comme j'ai un chien, effectivement.
TikTok et Instagram me proposent plein de vidéos de chiens et notamment Thibaut fait des vidéos ou a fait des vidéos sur la formation et le dressage de son chien et notamment le rappel lointain et sans signaux, et j'ai testé, ça marche. Donc vous irez voir sur ses comptes Insta et TikTok, parce que il y a cette fameuse vidéo où son chien part au Vauvert à 300 mètres, il bouge pas, et le chien se retourne une première fois, je dis bon, ça va, la distance est correcte, il continue à avancer, Thibaut ne bouge pas, et puis au bout d'un certain temps, le chien se dit quand même que Thibaut est vachement loin, et il revient tout naturellement. C'est un rappel tout naturel au pied, parce que il se dit que son humain est trop loin. Voilà, c'est bon, tu t'es branché? Désolé. Non, pas de problème. On est ici, on est comme à la maison. D'ailleurs, on est à la maison. On est à la maison, là. Et donc justement, tu te promènes dans Paris avec ton chien qui est détaché. Et en fait, il y a une règle qui est simple avec cela, c'est que le moindre irrespect à l'obéissance, c'est la mise en laisse immédiate. Ouais. Voilà. Mon chien n'a le droit d'être libre que parce qu'il est obéissant. S'il n'est pas obéissant, il n'est pas libre. D'accord. C'est comme ça. Voilà. Donc si mon chien, je le rappelle et qu'il ne vient pas, il se retrouve en laisse. Voilà. Et c'est systématique et c'est absolu. Voilà. Il passe une patte hors d'un trottoir, même pour sentir un truc, sans vraiment sortir du trottoir, mais juste en posant une patte, c'est la laisse. C'est immédiat. Il le sait. Donc, je change d'itinéraire de promenade. Et au détour d'une ruelle, on tombe à peut-être 3-4 mètres de distance sur un jeune homme qui est assis devant sa tente. Je ne savais même pas qu'il y avait une tente à cet endroit-là, parce qu'on est quand même dans le 17e arrondissement. Ce sont des quartiers quand même d'ambassades. Il y a beaucoup d'ambassades dans le coin, donc c'est on va dire... Du côté du bon 17e alors. Voilà, c'est le beau 17e à côté du parc Monceau, si vous voulez. C'est pas Guy Moquet, voilà. Il n'y a pas de la moquette au sol, mais on n'est pas loin. En tout cas, avant de rentrer dans l'arrondissement, on s'essuie les pieds, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Et résultat des courses, c'est assez surprenant d'avoir une tente comme ça qui est posée en fait sur une grille d'aération en fait pour pouvoir avoir un peu de chaleur le soir, ou au contraire avoir un petit peu de fraîcheur quand plutôt c'est l'été. D'accord. Donc là, on était en plein été, on était mi-juillet, et je tombe sur ce jeune homme avec sa tente. Un monsieur qui est assis, blond, les yeux bleus, plutôt souriant, mais dans un état on va dire de personne qui vit dans la rue, quoi, tout simplement. Nécessité, qui vit dans la rue, quoi, voilà. Et mon chien s'arrête et il reste complètement bloqué, mais comme je sais pas comment vous dire, comme foudroyé. Voilà, d'accord. Il s'arrête d'un coup et le jeune homme fait un grand sourire à cela et je vois que mon chien a le réflexe de vouloir lui sauter dessus. En fait, parce que cela adore les êtres humains, mais là, c'était un peu particulier. Il voulait vraiment se jeter dans ses bras. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'interdire à mon chien de s'approcher du jeune homme. Voilà. C'est un monsieur qui est devant sa tente. Chez lui. C'est un monsieur qui est sans abri. J'ai pas spécialement envie que mon chien l'approche. Voilà, j'ai le réflexe et j'ai pas honte de le dire. Le premier réflexe, c'est non, tu t'approches pas de ce monsieur. C'est non. Donc j'interdis à mon chien de bouger, mais mon chien en fait me regarde et refait le geste de vouloir y aller. Donc là, je mets la main sur l'arrière de mon animal en lui expliquant que je veux qu'il s'asseye et qu'il ne bouge plus. Parce que ça, c'est la règle quand je ne veux pas qu'il aille quelque part, quand je le sens excité, c'est tu t'assois, tu arrêtes. Voilà, tu bouges plus, tu fais baisser l'excitation. Donc cela ne veut pas s'asseoir, donc j'appuie un petit peu plus fort avec ma main pour lui signifier que je veux vraiment qu'il s'asseye, et donc il finit par s'asseoir. Et je lui dis de ne pas bouger. Moi, je regarde le jeune homme et je lui fais un signe de tête pour le saluer. Et je veux partir. Je pars sur la gauche, comme ça, je passe devant cet homme et j'appelle mon chien. Cela est très bien éduqué. Quand je l'appelle, il vient, c'est tout. En plus, j'ai un rappel calme et j'ai un rappel fort. Le rappel fort, c'est ça souffre pas de on finit par sentir un truc et après on vient. Il n'y a pas de négociation. Voilà, c'est l'urgence même en fait. Voilà. Et en plus de ça, c'est un rappel où il doit venir entre mes jambes et s'asseoir. Donc là, comme ça. Carré. Donc un rappel calme, il vient pas. Je fais mon rappel fort et il ne vient pas. Alors là, moi, celui-là qui répond pas au rappel fort, il y a un vrai souci, quoi. Donc, je commence un petit peu à houspiller. Moi, je hurle pas sur mon animal parce que, en fait, vos chiens, ils vous entendent 10 fois mieux que vous. Oui. Même en chuchotant, ils vous entendent. C'est juste qu'ils ont pas envie d'écouter. Voilà. Ils vous ont entendu, ils ont juste pas envie d'écouter. Donc, pas la peine de crier. Donc, je me dirige vers mon animal, je sors la laisse. Oui. Et je lui dis, là, mon pote,
tu l'as gagné, celle-ci. Hop, je lui passe laisse autour du cou et je commence à avancer pour qu'il vienne et cela bouge pas. C'est-à-dire que la laisse, elle lui tire sur le cou, mais il veut pas bouger. Donc là, je fais, et il fait jamais ça. Non, mais je ne suis jamais tombé sur ce cas-là. Donc je suis un petit peu dans la compréhension et je regarde mon chien, je fais mais qu'est-ce que tu me fais là? Allez, on y va et je tire et là Sola, il me regarde avec un regard, il y a que les chiens pour regarder comme ça. Voilà. Il y a une sorte de supplique dans le regard, il ne veut pas bouger. Et là dans ma tête je me dis mais écoute, à un moment si tu veux, tu sais quoi, ça va, stop, on arrête. Tu veux aller le voir, le monsieur il est souriant. Allez, on y va. Donc je regarde le jeune homme et je fais mon chien peut-il s'approcher? Donc je vois que le monsieur en fait comprend pas très bien ce que je dis parce qu'en fait le jeune homme ne parle pas bien français. Ok. Et donc je lui fais un regard en penchant un petit peu la tête, ce qui veut dire en fait les êtres humains entre nous, même si on parle pas la même langue, on se rend compte qu'on a des manières de communiquer parfois. Et donc je lui fais un sourire en baissant la tête et lui il me fait un sourire en baissant la tête, ce qui voulait signifier vas-y laisse le chien. Et en fait je retire la laisse du chien et là mon chien, j'ai même pas besoin de lui dire, il se jette dans les bras de Bruno parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le jeune homme s'appelle Bruno. D'accord. Je suis après. Et il se jette dans ses bras et là pendant je sais pas peut-être 10 minutes, un quart d'heure, Sola en fait reste dans les bras de Bruno et joue avec lui, vocalise énormément, bien plus que je n'ai jamais vu avant. Parce que le husky vocalise. Parce que le husky vocalise. Voilà. Alors, Sola, il vocalise pas beaucoup, mais là, pour le coup, il était vraiment très, très vocal. Et il y a une espèce de passion, de joie qui jaillit entre les deux. Et à un moment, je fais un test parce que j'aime bien tester un peu mon animal. Et lorsqu'il est extrêmement occupé, comme ça, je fais exprès de me barrer en courant pour voir s'il me suit. Et là, je me suis barré en courant au bout de 10 minutes, un quart d'heure quand j'avais senti que là, et je me suis barré en courant et mon chien a entendu me barrer et il a laissé Bruno et il est venu vers moi. D'accord. Ok. Parce que même s'il adore Bruno, n'empêche que voilà, son maître, c'est son maître. Absolument. Voilà. Et donc mon chien est revenu, je l'ai félicité d'être revenu vers moi. Et j'ai promis à mon chien qu'on reviendrait le lendemain pour aller voir le jeune homme. C'est mignon. Voilà. Je lui parle comme ça, je lui parle comme un être humain. Je sais que je devrais pas forcément le faire comme ça, mais en tout cas, comme ça que je s'en fout, écoute. Voilà. Et donc je regarde mon chien, je te promets que demain, on retournera voir le jeune homme s'il est là. Ok. Et le lendemain, chose promise, chose due, je reprends le même trajet. Et cela à 50 mètres. À 50 mètres, il a tracé, en fait. Chose qu'il n'a pas le droit de faire. D'accord. Donc, je suis allé le réintercepter dans les bras de Bruno, cette fois-ci. Je suis parti voir Bruno directement. J'ai récupéré mon animal. Voilà. On est reparti à l'endroit où il avait tapé son sprint. Voilà. On a refait les 50 mètres. Voilà. Je l'ai fait s'asseoir. Voilà. Et je lui ai dit, vas-y, maintenant, tu peux y retourner. Et là, il y est retourné, en fait. Voilà. Mais voilà. Et en fait, tu fais les choses super bien, hein. Alors, en fait, voilà, je le remets dans la situation. Voilà. Très bien. Si tu agis comme ça, tu n'as pas le droit, je te récupère avec moi. Par contre, si tu t'assois et que je te donne l'autorisation, tu y as accès et tu y as accès longtemps. C'est de la vraie éducation positive. Donc, on reprend tout à chaque fois depuis le début. Voilà. Et en fait, après, depuis ce jour-là, tous les jours, je laissais Sola aller jouer avec Bruno. En plus, moi, de mon côté, ça me faisait plaisir parce que c'est vraiment un moment de joie extraordinaire, en fait. Faut se rendre compte du bonheur que ça transmet. Déjà, le voir en vidéo, c'est particulier, mais le vivre en vrai, c'est quelque chose d'encore plus puissant. Vraiment. Les gens s'arrêtaient, ils comprenaient pas ce qui se passait parce que vous voyez comme ça le chien qui vocalise, qui se roule sur Bruno aussi qui rigole fort. Voilà. Il y a quelque chose de très fort qui se dégageait de là. Moi, de mon côté, ça me permettait aussi de faire plaisir à un jeune homme qui, en fait, souvent on passe devant eux, on les regarde à peine en fait, on les salue à peine. On leur donne une petite pièce de temps en temps, c'est toujours ça avec un petit sourire, mais on s'intéresse jamais vraiment. Il n'y a pas vraiment de fort échange. Là, Bruno, il avait vraiment l'occasion d'avoir un échange très fort avec un être vivant et je trouvais que c'était très beau. Le chien faisait la connexion entre vous deux.
Exactement. Et puis, en plus, j'ai éduqué mon animal comme ça parce que Sola avait très envie d'aller voir Bruno, même à 100 mètres, en fait. Et donc, je faisais exprès de faire marcher Sola doucement à mes jambes. Voilà. De m'approcher, toujours d'un plus en plus près, en fait, pour après donner l'autorisation à Sola d'aller voir Bruno. Voilà. J'essayais de joindre un peu l'utile au très agréable. Ouais, mais t'étais celui qui lui permettait ça. Et donc, tu as encore plus de valeur à ses yeux. Voilà. Ouais, en tout cas, j'ai tout fait pour que ça se fasse intelligemment. Et puis, tous les matins, je lui apportais un café et un croissant à Bruno. Et un câlin de Sola. Sympa. Voilà, j'avais appelé ça les 3 C. Café, croissant, câlin. Et un matin, donc on est le 2 août. Exactement. Ouais. On est le 2 août. Et avant de partir, je cherche mon portefeuille. Et ma chérie, elle me dit, mais pourquoi t'as besoin de ton portefeuille pour aller sortir Sola? Je comprends pas. Et là, je lui explique, en fait. Je lui dis, bah écoute, voilà, Sola, tous les matins, parce que pendant 2 semaines, ça a duré comme ça. Tous les jours, j'allais voir Bruno. Tous les jours, Bruno, il avait un câlin. Voilà, c'était sympa. On échangeait 2 mots. Comment ça va la journée? Bon, ça va, tranquille. Bon, il fait chaud, il fait pas beau, il fait beau, il fait pas chaud. Enfin bref, des banalités, quoi. Et puis, je lui apportais tous les jours son petit café, son croissant, et on y en discutait comme ça, tous les deux. Et puis donc ce fameux jour où je cherche mon portefeuille, je ne trouve pas, et puis j'explique à ma chérie la situation. Et elle me dit, ah bon, mais est-ce que tu pourrais filmer Sola en train de jouer avec Bruno? Et moi je lui dis, bah oui, si tu veux. Alors il faut savoir une chose, là c'est important, en termes de temporalité et d'organisation par rapport aux réseaux sociaux. Oui. Moi j'ai téléchargé TikTok au départ pour en fait, regarder des TikTok, tout simplement. J'avais pas envie de produire du contenu. Des choses dessus. Et mon frère m'envoyait des vidéos sur mon Insta, des vidéos TikTok. Moi, je regardais. Et un jour, je me suis dit, ce serait peut-être plus simple si moi, j'allais moi-même de mon propre fait sur TikTok pour voir les vidéos. Je me suis créé un compte et j'ai commencé à regarder les choses. Je postais rien. Un jour, pour voir un peu, parce que je suis quelqu'un de curieux, j'ai voulu voir comment on faisait pour poster quelque chose. Donc, j'ai pris une vidéo de Sola qui joue avec un cheval dans un pré. C'est la toute première que j'ai postée. Et en fait, la vidéo, je la poste et je me rends compte que je peux mettre une musique, je peux écrire des choses sur la vidéo. Et là, je me dis, mais c'est super. Je poste la vidéo et elle fait 1200 vues. Moi, dans ma tête, c'était déjà... c'est Las Vegas. C'est bon, c'est les portes ouvertes à la célébrité. Non, mais sérieusement, je me dis, ça c'est marrant, j'ai capté l'attention de 1200 personnes. C'est fou quand même. Et bon... Par contre, au bout d'un moment, je vais dans ma galerie de photos et vidéos de mon téléphone et je m'aperçois que la vidéo que j'avais postée sur TikTok s'était téléchargée sur mon téléphone. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial! Parce qu'en plus de ça, ça peut servir de banque de données. Donc, tous les souvenirs que j'ai de mon chien, je peux les mettre sur TikTok. Et le jour où je perds mon téléphone ou que j'ai plus accès à iCloud ou un truc comme ça, en fait, j'ai juste allé sur mon compte TikTok et je reprends mes souvenirs, en fait. Et là, je me suis dit, je vais me servir de TikTok pour me faire une sorte de banque de données. Ouais, une banque de souvenirs. D'accord. Voilà, une banque de souvenirs. Voilà. En plus, je pouvais mettre, moi, je suis quelqu'un d'un petit peu sensible, donc j'aimais bien mettre la petite musique qui va bien et tout. Mais en fait, je me fais plaisir, quoi. Voilà. Voilà. Bon, je me retrouve au bout d'un moment à 2000 abonnés, mais pour moi, c'est même un chiffre qui veut rien dire, parce que vous voyez tellement de comptes avec 200, 300, 1 million, 3, 5 millions, 15 millions d'abonnés que, si vous voulez, 2000, pour moi, c'était même pas un chiffre. En plus, je regardais même pas ça. Juste, je postais mes souvenirs. Voilà. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais ce jour-là? Je pars avec mon chien, je prends mon café, je prends mon croissant, voilà. Je me dirige gaiement faire mon petit rituel d'habitude. Et à l'approche de Bruno, je filme la scène. Bruno, est assis devant sa tente avec 2 amis, en train de boire un café aussi, et mon chien se jette dans ses bras. Et moi, je filme la scène. Voilà. Seulement, une fois qu'ils ont fini de jouer tous les deux, leur petit rituel habituel, moi, je repars avec Sola et je prends la vidéo. Elle a été filmée en une fois, cette vidéo. En plus, avec le téléphone dans la main, si vous voulez, il n'y a pas un truc pour un stabilisateur, un zoom, une équipe technique. C'est un seul plan qui bouge un peu, voilà. Alors,
Il y a rien qui va dans la vidéo en réalité. Si vous regardez bien, ça tremble. Je suis à une plombe derrière. J'avance en même temps. Enfin, ceux qui ont mal de mer, c'est une catastrophe. Enfin, en plus de ça, quand je la poste, je l'ai postée genre à 9h47. Si vous voulez, c'est même pas. Enfin, c'est n'importe quel community manager un petit peu technique qui vous dira non mais jamais tu postes ça à cette heure-ci ce jour-là. Enfin, si tu veux que ça réussisse. Donc moi à ce moment-là, si vous voulez, je crée la vidéo en marchant, je mets la petite musique qui me plaît, un petit sous-titrage qui me plaît, qui me parle en fait, tu vois. Comme on n'a pas l'émotion à cause de la vidéo, j'essaie de retranscrire cette émotion avec une vidéo, avec une musique, voilà, histoire de, en fait, je mets la musique qui me fait ressentir l'émotion que je ressens quand je suis là dans la scène, en fait. Voilà, tout simplement. Et donc c'est cette musique-là qui me fait ressentir ça. Et je poste la vidéo, voilà, comme je fais pour toutes les vidéos que j'avais postées jusqu'ici, toutes. Je range mon téléphone, et là, mon téléphone se met, au bout de 5-10 minutes, à vibrer, mais à ne plus s'arrêter de vibrer. Et là, je fais ça, je comprends pas, je sors mon téléphone, et je regarde, et l'écran n'arrête pas d'être allumé, en fait. Et je vois que c'est plein de notifications TikTok, en fait. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ouvre l'application, et en fait, je pense qu'il y a un moment où, en fait, il y a peut-être une minute où je reste bloqué sur mon téléphone. Et je comprends pas, en fait, les chiffres que je suis en train de lire, en fait. D'accord. Et je vois que, en l'espace d'une demi-heure, il y avait quelque chose comme 300 000 vues. Ouh. Et en fait, je comprends pas. Au début, je vois 300, je fais, dans ma tête, je fais, une demi-heure, 300 vues, c'est pas mal et tout. C'est sympa, les gens, sympa pour l'attention que vous avez eue. Et en fait, je vois à côté que c'est marqué K. Et il y a un moment, j'essaye de comprendre, en fait. Et je vois le nombre de commentaires et je vois c'est marqué 235 ou 300. Pour moi, c'est irréalisable, en fait. Enfin, et je me dis, qu'est-ce qui se passe, en fait? Je quitte l'application, je la relance pour voir s'il n'y a pas un bug. Et en fait, on est passé de 300 000 à 305 000 en l'espace juste du temps où je quitte l'application et je la relance, en fait. Le truc était en train de hyper. Et en fait, c'était en train de devenir quelque chose de complètement fou, en fait. Mais vraiment, et j'ai vraiment pas compris. Moi, je prends mon téléphone, j'envoie un message à ma chérie, je me rappelle lui avoir envoyé, je crois avoir fait quelque chose de fou, en fait. Ma chérie me dit, qu'est-ce qui se passe? Déjà, t'as pas dit, je crois que j'ai fait une connerie, c'est pas mal. Je crois avoir fait quelque chose de fou. Et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je rentre à la maison, et je lui montre et elle me dit, mais il se passe quoi, là? Je fais, mais je sais pas. Et le compte est passé de 2500 à 10 000, mais peut-être en 24 heures, en fait. 10 000 abonnements en 24 heures. Le surlendemain, c'était quasiment la même chose. Et après, et en fait, je me rappelle que le lendemain, je vais voir Bruno. Et j'ai dit, Bruno, faut que je te dise un truc. Il me regarde, il fait, toi, t'as posté un truc sur TikTok. Oh. Et moi, je regarde Bruno, je fais, comment tu sais? Il me fait, attends, mais bouge pas. Et là, en fait, en plus, pendant qu'il me parle, je vois qu'il a plein de bouffe autour de sa tente, en fait. Genre, la bouffe de l'eau, enfin, genre, voilà. Incroyable! Il me dit comme ça, il me dit, en fait, il y a plein de gens qui sont venus me voir, dans la journée, là, après ton passage, là, là, ce matin, et ils m'ont donné plein à manger, ils m'ont donné plein à boire. Parce qu'ils ont reconnu là où il était. Pardon? Ils ont reconnu là où il était. Ils ont reconnu là où il était, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont posé la question, mais il est où ce jeune homme? Et il y a des gens qui avaient reconnu, donc qui ont répondu, en fait. Et donc, il y a des gens qui sont allés le voir. Et il m'a dit, il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui m'ont fait coucou, qui m'ont dit bonjour et tout. Alors moi, je suis un peu timide, je sais pas trop quoi répondre, mais comme il est très souriant, ça passe bien. Et je lui dis, écoute, Bruno, je suis désolé, si tu veux, je retire la vidéo. Enfin, là, je regarde Bruno, je fais, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça, en fait. Et il me regarde, il me fait, mais non, laisse-la, elle est super jolie, la vidéo, on me l'a montrée, j'ai trouvé ça adorable. Et il me fait, en plus, depuis que t'as posté la vidéo, les gens, ils sont super sympas avec moi et tout, donc, la retire pas, c'est cool, y a pas de souci, en fait, y a pas de problème. Je lui fais, est-ce que tu veux que je te filme aussi quand tu interagis de temps en temps aussi avec cela? Il me fait, non, mais vas-y, il me fait, naturel, Thibaut, c'est la vie, en fait. Et ça, c'est une phrase. Vous allez voir dans l'histoire qui a été celle de Bruno et de Sola, en fait, il faut bien retenir cette phrase-là, c'est de loin la plus importante, c'est la vie. C'est la vie. Et parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans toute cette histoire, ça c'est pour le moment bien fini. Parce qu'après, maintenant que Bruno n'est plus à la rue, il est, comme on dit, maître de son destin, le capitaine de son âme, pour reprendre le comment s'appelle Invictus. Voilà. Bien joué. Pour reprendre. C'est le poème que je dis à mes étudiants à chaque rentrée, en fait. Ouais. Il est magnifique celui-ci. Il est magnifique.
Et en fait, donc après, c'est lui qui décide de sa vie, mais en tout cas, il n'est plus son esquif n'est plus à la merci des tempêtes. Ouais, voilà. Joli. Il peut ramer sur une eau. Donc on spoil la fin, mais vous avez compris que ça se finit bien. Voilà. Mais dans toute cette histoire, il y a des passages qui sont vraiment à la limite du drame ultime. Ouais. On est vraiment passé à un cheveu du drame ultime. Et il y a des moments où même moi, nerveusement, je craquais. Je me suis retrouvé avec ma tête dans mes mains en train de pleurer de nerfs, en fait, parce que je faisais une course contre la montre qui était mortelle, en fait, concernant Bruno. Et je me rappelle d'une chose que m'avait dit Bruno au moment où on avait traversé la tempête. Et je lui avais dit, tu sais que je t'ai filmé à des moments qui étaient catastrophiques. Et je me souviens de ce que m'avait dit Bruno. Il m'a dit, c'est la vie. Ouais. C'est la vie. Ça fait partie de la vie. Et la vie, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique, même dans nos petits quotidiens. Enfin, je vais même dire, je dis petit, mais même dans nos quotidiens. Mais il y a des périodes qui sont extrêmement compliquées, mais ça fait aussi partie du sel de cette existence. Et dans cette espèce de parfois média un petit peu aseptisé, où on essaie de nous montrer que les belles choses, on en oublie que pour reprendre Jacques Brel, il est, paraît-il, des terres brûlées qui donnent plus de blé qu'un meilleur avril. Mais il a fallu brûler la terre à un moment. Et ben en fait, c'était le cas. Voilà. Donc parce que là, donc le hype sur TikTok prend, ok, tout le monde est heureux, sauf que toi, t'en fais quoi de ça? Bah voilà, en fait, qu'est-ce que j'en fais? Il y a des personnes qui m'ont dit, alors il y a énormément de commentaires fabuleux, la très très grande majorité, mais 99% des commentaires sont fabuleux, et si je dis 99, c'est qu'il y a 1% de commentaires qui ne sont pas fabuleux. Ouais, il y a des rageux, un peu des haineux. Voilà, avec, il y a de la haine, il y a de la colère, il y a de la misère, il y a de l'horreur aussi, il y a de l'horreur, il y a des choses qui étaient hallucinantes, mais il faut en faire abstraction. Okay. Il faut passer outre, parce qu'il faut juste se concentrer sur les 99% qui restent, ça c'est le plus important. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi ne pas le sortir de la rue, ce monsieur? Bon, moi dans ma tête je me suis dit sortir de la rue. Vas-y, t'es sympa toi. Puis dans ma tête d'un coup je me dis mais oui en fait Thibaut. Bah oui en fait. Et pourquoi pas? Pourquoi en fait à un moment, pourquoi justement ne pas se servir de la visibilité qu'avait cette histoire pour offrir aux gens quelque chose de différent? Ouais. Voilà. Une petite pensée. Alors, je peux pas dire d'espérance parce que, désolé pour ceux qui vont m'entendre, mais je vais le dire, je ne crois pas en l'espérance. Pour moi, l'espérance est une contemplation inactive. Je suis plus dans la volonté. Ouais. Comme dirait le philosophe, quand tu as arrêté d'espérer, je t'apprendrai à vouloir. J'ai plus la volonté. Voilà. Dans la volonté, il y a un potentiel d'action. Ouais. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais offrir aux gens, la vue de quand on veut vraiment quelque chose, on se donne les moyens, on se donnera tous les moyens d'eux. Ouais. Et je me suis dit, tu sais quoi, puisqu'il y a autant de gens qui veulent le changement de destin, on va tout faire pour offrir à ces gens et surtout à Bruno un changement de destin. Et je me dis, allez, c'est parti, on engage. Seulement, il y a beaucoup de gens qui me disent, on crée une cagnotte, pour lui changer la vie, patati patata. Et c'est là où, en fait, la réalité nous rattrape. Oui. Créer une cagnotte, c'est bien. Surtout que si j'avais créé la cagnotte au moment de la première vidéo de Bruno, j'aurais ramassé un paquet d'argent juste hallucinant. Oui, ok. Hallucinant. Seulement, qu'est-ce que je fais de cet argent? Bruno, il n'a pas d'existence administrative. Oui. Comment je lui donne cet argent? Je peux pas. Oui. Parce que je peux pas lui mettre sur un compte bancaire. Il n'a pas de compte bancaire. Je peux pas lui donner en espèces. Est-ce que vous vous imaginez de ce qui peut se passer dans la tête de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont pas forcément tout à fait gentils, pas toujours qui quelqu'un qui vit dans la rue, dans une tente, se balade avec un paquet de pognon sur lui en fait. Non mais vous imaginez ce qui se passe? C'est un peu kafkaïen comme situation. Non mais voilà. Et au-delà de ça, même si je lui donnais un petit peu d'argent tous les jours, y a des mecs qui vont le contacter et vont lui dire, écoute, c'est pas très compliqué, si tu veux garder tes deux genoux correctement, à chaque fois qu'on te file du pognon, tu nous le donnes. Voilà. Et donc, vous allez vous retrouver dans une situation où, en voulant changer la vie positivement de quelqu'un, vous allez lui pulvériser au-delà même de ce que c'est déjà. Oui. Donc, dans ma tête, je me dis, attention,
Et c'est là où en fait ma formation de manager, qui était pas très bonne, m'a quand même malgré servi, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui fait toujours plein de conneries, mais qui a au moins l'attitude de dire j'ai fait plein de conneries, j'en fais plein, mais je corrige. Oui. Voilà, je fais toujours ce que j'appelle l'essai-erreur. C'est comme ça que j'ai éduqué mon animal. Essai-erreur et correction. Donc dans ma tête je me dis ne cède pas à l'émotion, garde la tête froide. Yes. Le but, c'est de garder l'attention des gens sur Bruno. Par contre, il fallait justement faire en sorte que la hype ne descende pas d'un coup. Il fallait que je garde l'attention des gens pour pouvoir faire en sorte d'engager les démarches qui me permettent de pouvoir changer l'existence de Bruno, lui créer une situation administrative, ou au moins attirer l'attention des personnes qui sont en mesure de pouvoir faire ces démarches-là, et de faire en sorte que derrière, qu'une fois qu'il a son existence administrative, je puisse créer une cagnotte pour effectivement lui donner accès à des ressources qui lui permettent derrière de changer son existence. Ouais, c'est pas du one shot, il y a un vrai projet pensé. Vous avez deux solutions quand quelqu'un a faim. Vous lui donnez un poisson ou vous lui apprenez à pêcher. Oui. Voilà. Ça va vite. Hein. Et, effectivement, il y a plein de personnes sur TikTok, des TikTokers qui ont eu ou pas hein, d'ailleurs, Instagrammeurs qui ont eu la gentillesse d'aider des personnes comme ça dans des sans-abri, d'avoir attiré l'attention de l'opinion publique sur ces personnes-là, et ont créé des cagnottes et leur ont donné. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez donné beaucoup d'argent à des personnes qui sont nécessiteuses, ça change pas leur vie en fait. Oui. Ça va changer leur vie pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à la limite, et peut-être même les libérer dans des excès qui sont pas possibles, parce que quand vous avez accès à très peu de ressources, quand vous avez beaucoup de ressources d'un coup, oui. Ça fait un petit peu, vous savez, la vie est un long fleuve tranquille, vous voyez, avec la famille de Rosalie. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, voilà, vous pouvez, voilà. Donc le but étant, c'est de faire quelque chose de plus solide. Voilà, je me suis dit, voilà, je vais pas t'offrir un poisson, je vais t'apprendre à pêcher. Et donc, c'est pour ça que je continue à faire des vidéos avec Soleil Bruno, parce que déjà, je me suis dit que ça ferait plaisir aux gens dans leur quotidien de voir l'amour entre quelqu'un qui est mis au banc de la société, sur le côté, et de mon animal qui en fait est un monstre d'amour. Quand vous ouvrez votre téléphone, souvent quand vous êtes sur TikTok, c'est que vous êtes dans le métro, dans le RER, il fait gris, il pleut, vous allez au boulot, vous êtes fatigué. Et en fait, moi, mon travail à ce moment-là, c'était d'ouvrir une petite fenêtre dans votre quotidien où vous voyez un instant de 30 secondes, un vrai plaisir et un vrai bonheur. C'est tout. C'est la seule chose. Feel good, vraiment feel good. Ouais. Exactement. Et en fait, je me suis retrouvé avec plusieurs vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues. D'accord. Concernant Bruno. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, alors par contre, attention, il faut pas que le compte de Sola soit le compte de Bruno et de Sola. C'est la vie de mon animal. Bruno fait partie de la vie de mon animal, mais ce n'est pas la vie de mon animal. Oui. Donc, d'un autre côté, je mettais aussi des vidéos où j'apprenais des méthodes éducatives de mon animal, des moments de vie, voilà. Bref, j'essayais de pas créer une sorte de dépendance malsaine à ce moment avec Bruno. Je comprends. Voilà. Il fallait que ce soit quand même. C'est très réfléchi. C'est très réfléchi. Faut pas abuser des choses comme ça. Bon. Et donc j'arrive à essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Et puis un jour, Bruno a été pris en charge par une assistante sociale des services sociaux de la ville de Paris. D'accord. Donc, ça n'était pas arrivé depuis, voilà. Donc, je pense qu'à mon avis, la visibilité sur les réseaux sociaux a permis à la ville de Paris de repérer ce jeune homme et de faire quelque chose pour, voilà. Et donc, en fait, c'était le but quand même de faire des vidéos. Hein. C'était d'attirer l'attention des personnes qui avaient le pouvoir d'eux. Voilà. Et donc, il a été pris en charge. La personne qui a pris en charge Bruno a fait 50% du boulot. Ouais. Et les 50 autres derniers n'ont pas été faits. Vous allez voir quelles ont été les conséquences de ces 50 autres derniers qui n'ont pas été faits. La personne qui a pris en charge Bruno lui a créé un compte bancaire avec une photocopie d'un ancien passeport à lui, parce qu'il n'avait plus son ancien passeport, il l'avait perdu. Mais il avait toujours la photocopie de son ancien passeport. Avec cette photocopie d'ancien passeport, elle a pu lui créer un compte bancaire. Elle a fait la démarche de lui faire une attestation d'adresse, de domicile, auprès des services du SAMU du 17e arrondissement. D'accord. Comme ça. Donc il avait une sorte de comment ça s'appelle ça, de domiciliation. Ouais. Même si c'était pas vraiment. Voilà. Elle lui trouve une association qui va l'héberger pendant 2 mois, le temps que son réel passeport se fasse. D'accord. Voilà. Elle lui imprime un RIB de ce compte qu'elle crée, et elle lui fait une carte vitale. Ouais.
Ok. Pour la CMU, tout va bien. Exactement. Derrière, elle lui fait aussi la déclaration de revenus parce que il touchait le RSA. Ah, d'accord. Ok. Qui était versé directement sur son compte. Okay. Donc là, vous allez vous dire, super, on est bien, il est plus à la rue. Le système fonctionne parfaitement. Derrière, moi, une fois que j'ai appris qu'il a un compte bancaire, je me dis, alors là, c'est bon, cagnotte, on y va. Je balance une super vidéo, tout le monde est super content, les gens ils participent à la cagnotte. Certains qui étaient au RSA participent à la cagnotte de Bruno. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la générosité autour de tout ça. Je réussis à récupérer 5 800 €. J'essaye de le balancer sur le compte de Bruno et là, en fait, première mèche qui aurait dû m'expliquer que cette histoire est plus complexe que je n'imagine. Ouais. Le site responsable de la cagnotte refuse de transférer l'argent. Ah, d'accord. Donc je me dis, j'ai dû faire une mauvaise manip, je recommence. Deuxième refus. Bon. Je me dis, c'est bizarre, peut-être que c'est parce que le nom du compte de la cagnotte n'est pas le même que le nom du compte à destination du truc. Et là, je me dis, il faut que cet argent soit comment ça s'appelle, transférable à Bruno. Ah oui. Donc, je vais faire un truc que je ne voulais pas faire, mais que dans ma tête, je me dis, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Je transfère la cagnotte sur mon compte bancaire. Oui. Donc, je voulais vraiment pas faire. Pour pouvoir derrière faire un virement immédiat sur le compte de Bruno. On me refuse le transfert sur mon compte. Ah. Donc, je commence un peu à me fâcher. Même si je me sens un peu soulagé de ne pas avoir cet argent qui est passé par mon compte. Ouais, je comprends. Déjà que il y a certaines personnes disaient que j'exploitais le pauvre Bruno. Oui, bien sûr. Bon, bah, bref, ça de toute façon, voilà. Donc si en plus de ça, je commençais à me mettre la cagnotte sur mon compte, je vous raconte pas la porte ouverte au délire. Ouais. Bref, je contacte le site et le site me dit, vous allez nous dire pour qui c'est et pourquoi cet argent va être dépensé. Bah. Moi, j'envoie un mail. Alors, moi, je suis quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un de très souriant, je vous assure. Par contre, quand je commence à me mettre derrière mon ordinateur pour écrire un mail, en règle générale, ça sent la litanie. Je commence à écrire. Alors, bonjour. Déjà, pour commencer, vous n'êtes pas mes parents et je suis pas en train de vous demander une avance sur mon argent de poche. Voilà. Au prix que vous me faites payer le transfert de cette parce qu'ils prennent 5% ou un truc comme ça, non? Non, et sur les 5 800 € transférés, j'ai pu en transférer 5 600. Entre-temps, ils se sont gavés de 200 €, juste pour faire le transfert. Donc, bon, bref. Je fais donc, vous êtes leur business model après, bon, voilà. Ouais, voilà. Mais bon, vous êtes un prestataire de service. Merci de laisser cet argent là où il est. Il y a des gens qui ont participé à certains dans des situations financières qui n'étaient pas forcément les meilleures. Donc, merci de ne pas transformer cette histoire qui peut être belle en véritable casse-tête administratif. Et j'attire votre attention sur le fait que le monsieur pour qui est cet argent a pas mal attiré l'opinion publique. Si vous voulez pas vous feindre d'une sublime petite vidéo expliquant à tout le monde que quand on passe par votre service, on se retrouve dans ce genre de situation, je vous conseille d'appeler Martine et de lui demander de faire le virement et puis ça, quoi. Les mecs, ils finissent par m'envoyer un petit mail. En plus, je leur donne le nom de la vidéo, le nom du compte et tout, genre la totale. Petit coup de pression, quoi. Ça m'a saoulé, quoi. Et le mec, une heure plus tard, monsieur, nous allons transférer. Il nous faut juste 2-3 pièces justificatives. Mais rassurez-vous, c'est parce que le montant est inhabituellement élevé. Oui, mais ça, c'est pas mon problème. Martine, tu appuies sur le bouton, quoi. À un moment, ça suffit, quoi. Qu'est-ce que t'as contrôlé, Martine? Non, je sais pas, ça m'a saoulé. Tu sais, j'imagine la personne, c'est derrière son comptoir administratif, tu vois. Tu vois, en fait, les gens, ils se rendent pas compte. Eux, ils sont chauds, ils sont bien, mais il y a un mec qui dort à 35 degrés, quoi, tous les jours, quoi. Enfin, bref, l'argent finit par être transféré, et donc, dans ma tête, je me dis, alors, Bruno n'est plus dehors. Il n'est plus à la rue. Oui. Voilà. Il a un toit dessus de la tête. Il a un compte bancaire. On lui a lancé ses démarches administratives. Je lui ai balancé 5 200 € sur son compte. Je vais le voir. Je lui serre la main. Je lui dis, bon, bah, normalement, on est bon, là. Ouais. Et là, il me regarde. Il me fait, ouais, bah, normalement, on est bon. Et après, pendant 2 mois, je n'ai plus de nouvelles. Il disparaît. Et il disparaît. Bah, la vie, quoi. Dans ma tête, je me dis, c'est la vie. C'est la vie. En plus de ça, juste avant que je parte, il me demande de lire un document. Et en fait, sur le document, c'était la mairie de Paris qui lui proposait éventuellement un logement social. D'accord. La vie, les gars, c'est bon, c'est homme de Rodélienne, quoi. Et pendant 2 mois, plus de Bruno.
Et les gens me demandent, mais il est où Bruno? Qu'est-ce qu'il fait Bruno? Mais je ne sais pas où est Bruno, en fait. Il avait pas de téléphone. Je leur répondais, je leur disais, mais attendez, Bruno, il est plus à la rue. Normalement, il a un logement social, de ce que j'ai pu en lire. On notait sur la voie. Il avait de l'argent sur son compte, plus le RSA cumulé. Normalement, il doit travailler, Bruno. Avant, il était toujours à cet emplacement-là parce qu'il faisait rien de ses journées. Le pauvre, il était sans abri et pas de travail. Maintenant qu'il a un travail, c'est normal qu'il soit plus tout le temps au même emplacement. Mais Bruno, on s'était dit que tous les vendredis après-midi, on se rejoindrait. Et donc tous les vendredis après-midi, je me présentais, et tous les vendredis après-midi, il était pas là. Mais moi, je suis quelqu'un, si vous voulez, quand on me dit tous les vendredis tu seras là, et que je dis tous les vendredis je serai là, en fait tous les vendredis je suis là, même si toi t'es pas là. Parce que je me dis que si jamais moi je viens pas un vendredi, le seul vendredi où t'étais venu, tu vas te dire qu'en fait j'ai arrêté de venir. Oui. C'est un peu comme le mec, je vais pas t'appeler parce que si on s'appelle en même temps, on va tomber sur le répondeur de chacun. Et donc moi je me dis, par mon obstination, un jour je le verrai. Et donc pendant 2 mois, je viens tous les vendredis avec Sola, pas de Bruno. Et dans ma tête, à un moment, je commence un petit peu à me résoudre, mais Sola s'obstine à systématiquement aller à cet emplacement. Voilà. Il a toujours cette envie de revoir Bruno. Et donc moi je me dis, tant que mon chien ne se lasse pas, je me lasserai pas non plus. Voilà. Je crois en mon chien. Jusqu'au jour où un jour, je suis en plein live TikTok parce que j'ai commencé à développer des lives où en fait, je suis en live et je promène mon chien dans Paris, où j'explique un petit peu quelles sont les règles que doit respecter Sola, patati patata, la communauté est sympa, c'est un bon moment qu'on passe entre nous. Et un jour, en plein live, je sais pas pourquoi, je tourne ma tête à l'emplacement où devait y avoir, où on avait rendez-vous avec Bruno à l'époque. Et je vois qu'il y a un mec qui est à l'emplacement de Bruno, mais comme ça faisait 2 mois que j'avais pas vu Bruno et qu'à la fin, moi, dans ma tête, j'étais un petit peu parti, voilà. Je dis, il y a quelqu'un à la place de Bruno. Ouais, tu t'es passé à autre chose. Mais en fait, c'était pas quelqu'un à la place de Bruno. C'était Bruno. C'était Bruno. Et c'est pour ça que sur la vidéo, vous m'entendez faire, mais Bruno, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais en fait, c'est parce que je suis en plein live, en fait, à ce moment-là. Et je suis juste halluciné. Et Sola qui court vers lui, qui commence à hurler, à faire son loup, à lui sauter dessus. Enfin, pour Sola, c'était inespéré. Même Sola, il avait même pas vu, en fait, au départ. Et en fait, je vois Bruno un petit peu souriant, elle est un peu fatiguée, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? En anglais, je lui dis, mais alors, ça me fait trop plaisir de te rencontrer, mais qu'est-ce que tu... Et là, il me dit, ouais, écoute, ça va, bon, j'ai des petits soucis avec la banque, mais bon, voilà, je vais y aller tout à l'heure. Et là, je dis, ok, d'accord. Écoute, quand est-ce qu'on se revoit? Est-ce que je peux passer tout à l'heure? Ouais, pas tout à l'heure, mais demain, si tu veux, je serai là. Je fais, ok, d'accord, bon. Et je suis un petit peu pris dans l'émotion, et je décide de continuer ma promenade. Et donc tout le monde dans le live, c'était la folie, quoi. C'est mon Dieu, il y a Bruno. Voilà, tout le monde est super content, bref. Et le lendemain, je prends le chemin de promenade, et c'est là où le drame commence. C'est là où l'histoire commence à péricliter sur un autre système. C'est ça qui est terrible et en même temps très beau dans cette histoire, c'est que en fait il y a plein de rebondissements. Alors excusez-moi un tout petit instant, je me permets parce que en fait le podcast dure plus longtemps qu'il n'était prévu. Moi je te laisse causer, je te laisse causer. Ouais. Je vais juste envoyer un petit message à mes clients pour leur expliquer que je vais être un petit peu en retard. Parce que je dois les coacher à Château-Croissy. Mais tu peux leur dire qu'ils pourront écouter le podcast normalement dans la foulée ce soir au coin du feu. Ouais. Je vais le poster dans la foulée. Super, l'interview dure un peu plus longtemps. Et alors, vous entendez bien ce que je suis en train de dire. Et en fait, le truc, c'est vous sentez les émotions et justement ce passage où tiens, ça devait bien se finir, et puis, merde, il y a un truc qui se passe pas comme c'était prévu, ou en tout cas pas normalement. Et ça se voit, alors c'est tout l'avantage aussi des vidéos, c'est-à-dire que ça se voit sur la vidéo, quand on voit le visage de Bruno. Alors il s'éclaire parce que il voit cela, et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux êtres. Ça c'est définitif, mais on sent qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui s'est cassé, et voilà, c'est et c'est là aussi où c'est prenant, parce que tu vois, enfin sur TikTok en général c'est plus du fast-food pour la tête, et d'un seul coup on se dit on accroche, et je comprends qu'il y ait des gens qui soient pleinement investis là-dedans, et qui aient eu envie de s'y investir.
Et en fait, vous allez voir en fait ce qui s'est passé, comment un détail en fait enraye complètement la machine. Et j'espère que dans ce podcast, les gens qui vont un petit peu écouter le podcast vont se rendre compte en fait que souvent les personnes qui sont sans abri, alors il y en a qui y sont par choix. Je connais quelqu'un dans mon quartier à qui j'ai proposé maintes fois de l'aide et qui m'a dit mais Thibaut, je n'ai pas besoin d'aide. Voilà, je suis dehors. C'est moi qui l'ai choisi. Voilà, c'est sa façon de vivre. Point barre. Mais pour la grande majorité, c'est pas leur vie et en fait c'est le système qui les met et les maintient sous l'eau jusqu'à la noyade en fait. Si vous n'avez pas quelqu'un pour mettre la main dans l'eau et les sortir en les attrapant par les cheveux pour leur rendre l'oxygène en fait, et ben en fait vous êtes sous l'eau, voilà, et vous suffoquez doucement. En fait, je suis donc back to the live le lendemain matin, il pleuvait un peu, grillé Paris quoi, du vent, la pluie, Paris. En plus on était quoi là, mi-novembre, un truc comme ça. Ouais. Donc, il faisait pas encore froid, mais ça commençait à descendre. Exactement. Et en fait, j'attaque le même endroit où était Bruno. Donc là, il y avait plus de temps parce que la tente avait été jetée par les services de Paris. En même temps, c'est normal. Hein. Ouais. Et je vois un Bruno sur un sac de couchage, à même le sol, sur une grille. Wow. Sous la pluie. Le mec, il dormait sous la pluie. Et là, dans ma tête, mais c'est un drame. Je comprends pas. En fait, j'ai l'impression de mettre sur un ring de boxe. Je mène le combat, genre, je m'amuse avec mon adversaire un peu. Là, tout le monde m'applaudit. Je suis super content. Je profite un petit peu du moment pour un peu kiffer. Et en fait, je me prends un coup, mais venu de je sais pas où, derrière la tête. Le mec, il a disparu de sous mes yeux. Il est passé derrière. Il m'a mis un coup dans le rocher. Et je me retrouve mais complètement assommé, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais je comprends. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et je vais voir Bruno, je fais mais Bruno, mais qu'est-ce que tu fais là comme ça? Et je vois Bruno qui est à moitié réveillé. Ouais. Et là je regarde Bruno et je vois dans son regard qu'il y a un truc qui va pas du tout. Et là je dis à Bruno, écoute Bruno, je repasse tout à l'heure. Ok. Et en fait, moi je suis tellement pris dans l'émotion, sur le moment je désespère tellement en fait que la compagne avec qui je vis aujourd'hui fait que en fait elle et moi on se parle pas on prend pas de décision et on se parle pas sous l'émotion. Voilà. On descend un peu. Voilà. On décide de descendre un peu. Voilà. Et on discute après. Et donc là sur le moment j'applique cette règle et je regarde Bruno, je repasse tout à l'heure Bruno, je te laisse te réveiller tranquille. Et en fait moi c'était plus une occasion pour moi de partir et de laisser passer l'émotion en fait. Donc je fais mon live, les gens comprennent pas non plus sur le live, pour eux c'est aussi la catastrophe, la consternation. Et je dis écoutez, on va pas en parler, on va pas supposer, ne faites pas de suppositions. Je crois que c'est l'un des quatre accords Toltec. Oui. Ne suppose pas. Et donc je décide de ne pas supposer. Voilà. Je dis je vais discuter avec lui, on verra. Pour le moment on passe à autre chose parce que de toute façon ça sert à rien de discuter pendant des plombs, on ne sait pas. Voilà. Et donc je fais le live. Une fois le live fini, je retourne 1h30, 2 heures plus tard à voir Bruno et je dis à Bruno, écoute Bruno, voilà ce que je te propose. On va discuter tous les deux. Alors on va parler parce que là j'ai besoin de savoir certaines choses. Alors t'es pas obligé de vouloir discuter avec moi, hein, mais je pense que ce serait bien qu'on sache ce qui se passe parce que là j'ai des interrogations. Là. Il me dit ouais ok pas de problème Thibaut. Alors aujourd'hui j'aimerais être un peu zen, un peu tranquille. Je fais ok, est-ce que tu veux que je passe demain matin? On prend le petit déj ensemble. Il me dit ok d'accord. Et donc je repasse le lendemain matin, prendre le petit déj avec lui, et on va s'asseoir à une terrasse comme ça, puis on commande un café, un croissant, et il est 10h30, un truc comme ça, il demande une bière. Je dis une bière à 10h30, c'est plutôt. Mais bon, ok, admettons, moi je suis pas là pour ça. Et donc et puis on commence à discuter. Et je lui dis, écoute Bruno, il s'est passé quoi avec cet argent? Parce que c'est quand même une somme, hein. T'es allé dans un casino, t'as dit tout sur le 18 rouge, comment ça s'est passé? Et il m'a dit, mais Thibaut, en fait, j'ai jamais eu accès à cet argent. Ah. Je fais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit, mais Thibaut, j'ai pas accès à cet argent. Je fais, mais comment ça? Attends, j'ai le mail du service, comme quoi, si tu veux, Thibaut, je n'ai pas accès à mon compte bancaire. Je fais, mais attends, Bruno, j'avais les RIB dans mes mains, donc à un moment, il y a ton nom, ton prénom, à un moment, il me dit, j'ai pas de passeport. Je fais, mais on l'a créé ton compte. Ouais. Je me souviens que une des pièces justificatives que m'avaient demandé les services de la cagnotte, c'était justement la photocopie de sa pièce d'identité. Ouais. Et je l'avais eu entre mes mains, la photocopie de la pièce, mais en fait, c'était la seule et unique pièce d'identité qu'il avait, la photocopie d'un ancien passeport. Alors écoutez bien, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est là où c'est vicieux.
En France, vous pouvez ouvrir un compte bancaire avec la photocopie d'un ancien passeport pour y mettre de l'argent sur votre compte. Oui. Par contre, quand vous voulez avoir accès à cet argent, il vous faut la pièce d'identité réelle, valable. Ouais. En fait, c'est une manière pour le gouvernement de sécuriser de l'argent qui pourrait être frauduleux. Il bloque l'argent sur un compte. En plus de ça, la banque, en attendant... Ça part d'une bonne idée. En attendant, la banque fait gentiment travailler cet argent. Mais si jamais c'est de l'argent un peu, si vous voyez ce que je veux dire, obscur, au moins l'argent, on n'y a pas accès. Il ne bouge plus. Il n'y a pas de transactions qui sont faites. Le problème dans le cas de Bruno, c'est que c'est pas de l'argent obscur. Et en plus de ça, c'est de l'argent dont il a vraiment besoin pour vivre. Tu m'étonnes, oui. Donc vous aviez quelqu'un comme ça qui avait un compte bancaire sur lequel était versé 5 800 € au minimum, enfin 5 600, parce que entre temps quand même, il y a eu la com, il y a eu une petite ponction de la part du service. Bref, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ma pauvre Ducette. Et derrière, il y avait du RSA qui était versé dessus. Mais vous pouviez en fait donner tout l'argent du monde à Bruno, le faire gagner à l'euro million, il n'avait pas accès à cet argent. Ouais. Voilà. Et donc, je lui dis, mais comment ça se fait que t'aies pas de passeport? Qu'a fait ton assistante sociale? Il me dit, elle n'a jamais réglé les frais de dossier du passeport. Ah merde. Donc en fait, c'est zéro. C'est pour ça que je vous avais dit, 50% du travail a été fait, vous allez comprendre ce qui se passe avec les 50 derniers. En fait, dans l'administration française, telle qu'elle est faite, si vous faites 99,99% du travail, le résultat, c'est zéro. Vous n'avez rien. Voilà. Faut le dernier kilomètre, ouais. Voilà. En fait, c'est comme si vous étiez tapé 5 heures d'embouteillage pour aller chez des potes et que vous craquiez à 1 mètre du pot de sangria. Voilà. Vous pouvez pas, vous n'avez pas accès, c'est comme ça. Voilà. T'as pas dit bonjour. Bref. Résultat des courses, je dis, bon, attends, attends, c'est pas possible, attends, qu'est-ce que t'es en train de me sortir? Mais on va l'avoir ton passeport. Bah ouais, mais on fait comment? Moi, je suis pas travailleur social, en fait. Oui. C'est des informations, moi j'y ai pas accès. Moi dans ma tête je fais, tu sais quoi, ça suffit maintenant, je retiens ma leçon. Bon, la confiance excluant pas le contrôle, et vous comprendrez pourquoi c'était intéressant. Je dis, j'ai laissé faire les gens, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ça maintenant ça suffit, les travailleurs sociaux, patati patata. Et je fais l'association, comment ça se fait que t'es dehors? Il me fait, mais en fait l'association m'a logé le temps que mon passeport se fasse. Et oui. Le problème c'est que le passeport n'est jamais arrivé, donc on est arrivé au bout du timing sur lequel il merci monsieur, au revoir monsieur. Au revoir, monsieur. À moins que vous vouliez nous donner un peu plus d'argent. Tu demandes d'argent, t'en as, mais tu n'y as pas accès. Donc, tu retournes dehors. Vous voyez, enfin, comment le système est fait, quoi. C'est, voilà. Et donc, dans ma tête, je me dis, OK. Et en plus de ça, bah là, les gars, on s'approche de décembre, hein. On a commencé à faire froid. Il fait plus de 35 degrés dehors, hein. Là, c'est les pires, hein. Là, ça arrive. En plus de ça, on arrivait à une vague de froid exceptionnellement élevée par rapport aux années précédentes. Voilà. Et là, dans ma tête, je me dis, bon, OK, il y a urgence. Moi, je rentre chez moi, je fais, OK, Bruno, je m'en occupe. Je prends mon téléphone et direct, action-réaction, j'appelle l'ambassade. Il est letton. D'accord. Voilà. J'appelle l'ambassade de Lettonie et j'explique la situation et la personne me dit, donnez-moi le nom et le prénom de ce monsieur. Et je lui donne et elle me dit, effectivement, nous avons un dossier qui est créé pour ce monsieur, mais la facture n'a jamais été payée. Ouais. Des frais de dossier. Et elle me dit, vous qui êtes travailleur social, vous devez le savoir quand même dans vos services. Je lui dis, madame, je suis pas travailleur social, moi. Hein. Elle me dit, mais vous êtes qui? Je fais, et je me souviens du film Mon nom est personne. Et là, je me dis, en fait, je suis personne. Elle me dit, non, mais d'accord, mais pourquoi vous vous occupez de ce monsieur? Je fais parce que je dois m'occuper de ce monsieur. Vous voyez bien que ceux pour qui c'est le travail, en fait, voilà. Et elle m'explique qu'en fait, elle a relancé 3 fois les services sociaux en leur disant que, en fait, il manquait ça. Et la personne lui a gentiment répondu, j'ai transféré le mail. Oui. Super. Voilà. C'est tout. J'ai transféré le mail. Voilà. Et donc, je lui dis, c'est combien? Alors là, vous le voyez pas, mais Thibaut, il revit le truc et il est super énervé là. Ouais, non, parce que vraiment, vous allez voir. Non, mais attendez. Et je pense que quand vous allez suivre l'épopée du truc, vous allez comprendre que c'est chaud, en fait. Elle me dit, c'est combien? Je lui dis, c'est combien? Elle me dit, c'est 75 €. Et là, dans ma tête, je commence à craquer, mais vraiment, ça s'effrite, en fait. Ma patience s'effrite, mais à une vitesse de fou, en fait. Je dis, attendez, excusez-moi, parce que c'est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir de froid dans la rue pour 75 balles, là. Et elle me dit, bah ouais, mais si on paye pas les frais de dossier et tout, je fais, écoutez, envoyez-moi la facture, je la règle en fait. Je fais, on fait comment? Bah va falloir nous faire un virement. Bah ok, mais pas de problème, mais envoyez-moi la facture. Très bien, je vous envoie la facture, monsieur. Et dans ma tête, je me dis, au moins, voilà. Déjà, je tombe sur une personne sympa parce qu'elle aurait très bien pu me dire, écoutez, je sais pas qui vous êtes, monsieur, la facture, vous allez avoir que dalle, d'accord? Vous n'êtes personne, raccrochez ce téléphone. Voilà. Et non, je suis pas tombé sur quelqu'un comme ça. Et donc, à la fin de la journée, pas de facture. Le lendemain, pas de facture.
Donc j'envoie un mail où j'essaye d'être poli. Je me dis de toute façon l'administration, si tu commences à vouloir jouer le malin avec eux et à être agressif, même si c'est compétent ou pas, de toute façon ils ont les moyens d'être encore plus énervants. Donc voilà, sois poli, juste explique que en fait il fait 0 degré dehors. Mais en fait il fait pas 0 degré que la nuit en fait. C'est 0 degré tout le temps. Et Bruno, il a pas de tente, il a rien en fait. Il est vraiment à la belle étoile, comme on peut dire. Et donc, je lui renvoie un mail un peu plus urgent, voilà. Et je reçois enfin la facture 3 jours plus tard. D'accord. Mais le problème, c'est que 3 jours, toi, quand t'es dans ton marbre d'ambassade avec ta moquette en pot de couille de mouflon feutré, si tu veux, ça va. Tout se passe bien. Non mais. Tu vois ce que je veux dire? T'es bien, 3 jours, c'est rien. Tu vois, pour un mec dehors, c'est une éternité, en fait. C'est une life, parce qu'en fait, il fait 0 degré, voire même plus bas, de minuit à minuit, en fait. Donc, je reçois la facture en laiton. Donc, il faut que je la traduise, les gars. Et en fait, en plus de ça, c'est un virement que je dois faire en 2 fois sur 2 comptes différents. Vous allez comprendre pourquoi après. Okay. Donc je fais le virement en immédiat, quoi, en instantané. Et je contacte l'ambassade pour leur dire youpi youpla, j'ai payé. Ça y est, c'est fait. Moi, entre-temps, je vais voir Bruno et je lui dis c'est bon, j'ai payé ta facture. Et Bruno, toujours à la belle étoile, quand je le rejoins, il est alcoolisé au dernier degré. Faut comprendre une chose, c'est que la seule manière pour lui de lutter contre le froid, en fait, c'est moi, entre-temps, j'avais déjà proposé plusieurs fois à Bruno de venir se reposer chez moi, mais à chaque fois, il a refusé. Vous expliquer ce que disait Bruno, je ne veux pas casser la frontière qu'il y a entre ma détresse et ta vie privée. Déjà, vous voyez le bonhomme, déjà. Non, mais déjà, lui aussi, il est réfléchi. Voilà. Déjà, vous voyez le mec, si vous voulez, c'est pas la même. Bon, les mecs, ils sont touchés par la grâce. Et donc, je dis, ok, bon, d'accord. Et il me regarde et il me dit, dans un espèce de baragouinement que j'essaie un petit peu de traduire, une personne m'a proposé de m'acheter une tente cet après-midi. Parce que là, j'en peux plus, le vent, tout ça, c'est pas possible. Et je lui fais, ok, d'accord. Je m'en vais. Et là, dans ma tête, je me dis, attends, parce que je t'ai déjà fait avoir une première fois avec faire confiance. Je reviens en fin d'après-midi et je vois Bruno, je fais, elle est où la tente? Il me regarde, il me fait, elle est jamais venue, la dame. Je fais, bon, ok, ça suffit, allez hop. Je vais chez le Décat le plus proche, je prends une tente genre balèze, la mort dans l'âme parce que je me dis putain ça me saoule d'en arriver à devoir lui reprendre une tente, j'ai l'impression de faire un immense bond en arrière, mais c'est où ça ou la merci du vent, il y a un moment faut choisir. Donc je lui rachète une tente, je lui rachète des vêtements chauds, un manteau, tout la totale parce qu'il ne voulant toujours pas venir chez moi, j'essaye de le mettre un petit peu de le protéger. Voilà, exactement, autant que possible. Le problème c'est que je reçois un mail de l'ambassade le lendemain. Monsieur, il faut que vous compreniez quelque chose. Il nous manque la déclaration de Monsieur Bruno, signée de sa main, comme quoi il a perdu son passeport et de nous l'a déposé en main propre à l'ambassade. Et là, dans ma tête, je me dis, mais attendez, mais pourquoi vous me l'avez pas dit en fait? Pourquoi en fait tu me dis il manque le paiement, je paye et 24 heures plus tard tu me dis il manque ce document, je vais te le prendre et tu vas me dire après 24 heures plus tard il y a un mec qui dort dehors, donnez-moi toutes les infos les gars, dites-moi les choses, dites-moi tout d'un coup et je fais tout d'un coup en fait. Et là la dame je lui dis écoutez madame, est-ce que c'est vraiment la seule truc qui manque parce que si c'est pour me dire qu'il va me renvoyer un an, ça suffit quoi. Elle me dit non c'est la seule chose qui manque. Je retourne voir Bruno. Il y a un moment, il sombre, le mec. En fait, le mec sombre complètement. C'est un mec qui avait la motivation de changer sa vie. On lui a tout promis. Et en fait, il a rien eu. Voilà. En gros, c'est comme s'il y avait un mec qui était en train de mourir de soif dans le désert. Et en fait, vous allez le voir, vous lui donnez une gourde avec un code sur la gourde et vous vous barrez sans lui donner le code. Ouais. C'est une image assez juste, ouais. Super. Hyper intéressant. Devine. Super, c'est un code et des chiffres. Puis démerde-toi surtout. Voilà. Et puis alors, des tableaux avec toi, attention, mais tu peux pas l'avoir. Voilà. Bref, résultat des courses, il sombre. Au point qu'il ne reconnaît même plus Sola. Il y a des vidéos où vous voyez Bruno, il pousse Sola, en fait. Il veut même pas que Sola l'approche parce qu'en fait, il se rend même plus compte de ce qui se passe, en fait. Et donc, je vais voir Bruno et je lui dis, écoute, Bruno, faut qu'on aille à l'ambassade pour que tu ailles signer un document. Bruno arrive à se lever, je sais même pas trop comment. C'est à 25 minutes de marche, quand même. Et je dis à Bruno, non, tu vas d'abord chez moi, tu vas prendre une douche et changer de vêtements parce qu'en fait, tu peux pas rentrer dans une ambassade comme ça. Hein. C'est pas possible. Faut comprendre, c'est la rue, quoi. Hein. Et puis alors, l'alcool a fait que, enfin bref, je vous passe les détails. C'est difficile. C'est la vie, quoi. Bref. Bruno, quand il entend ça, il se refout dans sa tente, d'un coup, et il ferme la tente. Il ne veut pas venir chez moi. Et je lui dis, Bruno, faut vraiment qu'on y aille, tant pis, on ira comme ça, mais viens, on y va, parce que sans ça, il n'y a pas le document. Il me dit, non, Thibaut, et il me dit en anglais, va me chercher le document.
ni merde, ni merci, ni au revoir, rien. Hyper directif. Et je lui dis, mais Bruno, t'as pas compris, je ne peux pas. C'est un truc que tu dois écrire, c'est un truc que tu dois remettre en main propre, je peux pas le faire à ta place. Bruno, il me dit, non, va me chercher le document. Et là, il arrête de parler. Là, je prends ma trottinette, je rentre chez moi. Et là, le désespoir commence tranquillement à monter, en fait. Et je me dis, en fait, déjà, Bruno, je suis en train de le perdre, mais vraiment, il fallait voir dans quel état il était. C'était dramatique. Physiquement, physiologiququement, tout était dramatique, là. Il faisait super froid. Tous les jours, c'était une horreur, c'était un enfer. En plus, c'était des températures qui commençaient vraiment à être vraiment très négatives. Et tout d'un coup, je me dis, allez, perdu pour perdu, j'en ai marre. J'ai pris une feuille de papier, j'ai pris un crayon et j'ai noté. Moi, Bruno Zwegs décide que, déclare par le présent courrier avoir perdu mon passeport. Pour faire valoir ce que de droit, je mets nom, prénom et je prends le document. Je vais jusqu'à la tente de Bruno. Je fais Bruno, c'est bon, j'ai ton document, faut juste que tu le signes. Genre, c'est bon, Bruno, je suis allé à l'ambassade, ils m'ont donné le document, faut que tu le signes. Bruno, il ouvre la tente, il prend le crayon, je vous raconte pas, il signe. Alors, ce qui est marrant, c'est que proche de l'Ohio. Son nom de famille, c'est Zwegs, et en fait, il signe un Z comme Zorro. C'est vraiment, c'est un Z. C'est marrant. Et donc, il se fait son Z là, comme ça. Je prends le document et j'appelle l'ambassade et je dis, écoutez, le document, je l'ai. Par contre, Bruno n'est pas en état de se déplacer. Elle me dit, c'est à remettre en main propre. Je fais, madame, c'est pas très compliqué en fait. C'est à 25 minutes de marche. Il ne peut pas physiquement marcher. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me dit, on va faire un effort, on va faire une exception. Déposez-moi le document. Je prends ma petite trottinette électrique. Une bonne âme. Je prends ma petite trottinette électrique et je vais jusqu'à l'ambassade. Seulement, c'est une villa d'ambassades. C'est-à-dire que au sein même de cette zone, ce sont plusieurs ambassades qui sont fermées et sécurisées derrière des grilles où il faut un code. Le code, je l'ai pas et la personne, elle ne décroche pas le téléphone. Je n'ai pas de mail d'invitation. Quand même, toi, t'es assez résilient parce que tu lâches pas l'affaire, hein. Non, mais alors, attendez. Moi, je tourne autour de l'ambassade. Donc, t'as un mec qui fait le tour avec sa petite trottinette électrique autour de l'ambassade. Un tour, deux tours, trois tours, avec toutes les caméras qui te filment. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui sort de l'ambassade avec sa bagnole. Et moi, je m'engouffre dans l'ambassade. Pas d'invitation, pas de code, rien. Je me dis, je vais me faire taser. C'est obligé. Enfin, à un moment. Ouais, encore taser, ça aurait été cool. Mais... il y a un mec qui va me lâcher un chien. Enfin, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Moi, j'arrive devant l'ambassade, je sonne, la personne, elle reconnaît ma voix. Bref, elle sort, je lui donne le document, elle l'ouvre, elle le regarde, et là, elle me regarde et elle me dit, c'est lui qui a écrit ça? Et là, t'as un moment d'éternité aussi, pareil. C'est plein de moments d'éternité. Là, je lui dis, non, c'est moi qui ai écrit. Parce qu'en fait, ça se voyait que c'était pas moi. Donc là, t'as le choix. Ou tu mens et elle va pas prendre pour quelqu'un de sérieux. Et donc, ça veut dire que depuis le début, en fait, elle a affaire à quelqu'un qui est pas fiable. Ou alors, t'es franc. Et tu dis la vérité, en fait. Et moi, je la regarde, je fais non, c'est moi qui ai écrit. Il est pas en mesure d'écrire, en fait. Enfin, déjà, regardez la signature. Bon, je fais, vous voyez, c'est lui qui a signé. Et là, elle me regarde, elle me fait, je suis désolé, je suis pas sûr que ça passera auprès du service de l'immigration, monsieur. Je fais, écoutez, madame, moi, je fais ce que je peux. Voilà, à un moment, si vous voulez, si tu veux, quand tu me donnes un bambou et un canif, c'est difficile pour moi de te faire la Joconde. À un moment, je te fais une petite, voilà, je te fais un petit truc, vite fait. Et, elle me dit, je vais quand même essayer d'appuyer le document auprès du service, mais je vous garantis rien. Je rentre chez moi, 2 heures plus tard, document accepté. Et là, dans ma tête, je me fais, tu sais, t'entends la musique, alléluia. C'est ça, ouais. Elle me dit, passeport fait. Moi, entre-temps, je suis sur un tournage pour une émission concernant, entre autres, Solar. Ouais. Donc, j'envoie ma chérie donner la bonne nouvelle à Bruno, lui apporter de la soupe chaude, des trucs un peu là. Et surtout, je fais transmettre le message à Bruno, surtout ne t'alcoolise pas pour demain, il faut que tu résistes cette nuit, parce que demain, on va à l'ambassade pour aller chercher ton passeport. Et là, par contre, pour le coup, c'est ferme. C'est remise en main propre, avec signature en main propre. Bah voilà. Ils vont pas te filer son passeport. Le lendemain, je me pointe à 11h, Bruno, cointré jusqu'aux yeux. Là, je commence à me dire, attends, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Je dis à Bruno, écoute, Bruno, je reviens dans 3 heures. D'accord? Je reviens dans 3 heures. Faut vraiment que tu, ne touche pas une goutte parce que sinon, ça va pas être possible, quoi. Je reviens 4 heures plus tard. Donc, je laisse 1 heure de plus. Je reviens, c'était envoyé une flasque entière. Et là, je dis à Bruno, bon, maintenant, ça suffit, faut qu'on y aille. Il me dit, non, on ira demain. Je fais, demain, c'est samedi, c'est mort, c'est fermé. Là, si on n'y va pas tout de suite, en fait, tu passes la nuit, tu passes le week-end dehors. Et là, le week-end, c'était moins 7 degrés, hein, donc, là, on rigolait pas, quoi. Parce que, en fait, on m'avait demandé j'avais une abonnée qui m'avait envoyé de l'argent pour que je puisse payer des nuits d'hôtel à Bruno.
D'accord, sympa. Il y a une dame qui m'avait envoyé l'équivalent de sa prime de Noël pour loger Bruno dans un hôtel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hôtels, vous rentrez pas dans les hôtels comme ça. On vous demande une pièce d'identité. Bruno n'avait pas de pièce d'identité. Donc, vous pouvez réserver tous les hôtels que vous voulez. Vous rentrez pas dans l'hôtel. Voilà. Donc, résultat des courses. Et les hôteliers, ils sont pas bêtes. Moi, je donne ma carte d'identité. C'est lui qui dort dedans. Non, ça se passe pas comme ça, en fait. Voilà. Bref, surtout pas à Paris. Donc, je dis à Bruno, allez, on y va. J'avais réservé l'hôtel pour le soir même. À un moment, il faut quoi, tu vois. Non, j'avais réservé l'hôtel pour le lendemain, pas pour le soir même. Donc, je prends Bruno avec moi et on commence à avancer. Je le porte quasiment sur mon dos parce que il peut plus marcher. Ça peut pas marcher. C'est pas possible, quoi. Neurologiquement parlant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Vraiment, le pauvre. Bon, bref. On fait des pauses régulières. En plus, à un moment, il a envie d'uriner. On est en plein boulevard. Je lui fais comprendre qu'il fait pas ça c'est pas possible. Là, tu t'arrêtes pas. En plus de ça, on croise la police municipale qui nous regarde en me disant mais comment il va là, s'il lui arrive au monsieur et tout, je fais non mais on va à l'ambassade et tout. Et il voit sur ma tête que si c'est pas le moment enfin c'est pas le moment. Il faut qu'on avance quoi. Donc les mecs ils comprennent sur mon visage que faut qu'on trace la route quoi. On se met dans une petite rue. Il commence à sortir là pour faire son pipi. Il s'en fout partout. À la fin, il me rattrape le bras, il pose sa main sur ma main. Bon, faut faire abstraction quoi. À ce moment-là, vous êtes dans un autre système de pensée quoi. Vous avancez quoi. Non mais vraiment. On avance, on arrive à l'ambassade. Là cette fois-ci, j'avais pensé à prendre le code. Elle lui donne le passeport. Elle lui fait signer. Bruno me donne le passeport devant la dame. Je range le passeport pour le mettre chez moi, le passeport, pour pas qu'il se le fasse voler, parce que c'est des documents qui sont sensibles et précieux. Et on refait machine arrière et je le remets dans sa tente et je lui dis demain, tu dors au chaud à l'hôtel, s'il te plaît, sois correct, s'il te plaît, résiste, vraiment, parce que là, sinon ça va être compliqué. Je lui réserve un hôtel qui est pas trop cher dans le 17e arrondissement, à 20 minutes de marche de là où il était. Je me pointe à la tente de Bruno le lendemain, cointré. Alors putain, je me dis c'est pas possible. Et dans ma tête, je fais de toute façon, il faut qu'il dorme au chaud au moins une nuit parce que à aucun moment tu dis ok c'est bon, laisse tomber. Non, tu peux pas laisser tomber parce que en fait c'est pas Bruno. Bruno, je l'ai connu cet été. Il avait pas froid, il était pas alcoolisé. Il s'alcoolisait pas, Bruno. Voilà, il avait bu une petite bière le soir au frais, comme tous les Parisiens. Hein. Quand il fait chaud, tu sors du boulot, tu te bois une bière, un Monaco, une merde comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Si on commence à dire aux gens qui vont boire une petite boisson alcoolisée fraîche le soir, c'est des alcooliques. 80% de la population parisienne l'est, hein, les gars. Donc lui, il buvait sa petite bière, il était jamais beurré. J'ai jamais vu Bruno dans cet état-là. Cet été, jamais. Voilà, jamais. Là, il faisait trop froid. C'est trop dur en fait. Et résultat des courses, je me dis bon, de toute façon, il faut qu'il dorme une nuit au chaud et après c'est fini. La spirale elle s'arrête en fait. Résultat des courses, je prends Bruno avec moi et on commence à faire le trajet. Super long. On arrive à l'hôtel, le mec qui voit Bruno et il me le refuse. Il me dit c'est hors de question, je vous le prends pas. Je regarde l'hôtelier et je dis écoutez monsieur. Ce monsieur est en situation désespérée, en danger même. Il a juste besoin de repos. Voilà. Ce dont il a besoin, c'est de se reposer, de se doucher. La chambre d'hôtel, je l'ai payée. L'annulation est pas possible. N'est pas une option. Donc, c'est pas dans vos prérogatives de refuser quelqu'un. C'est un refus de vente. Vous n'avez pas le droit. Le mec, il me fait si. Là, s'engage un échange. Pas très poli, un peu vert. Il frise la pugilat. Moi, dans ma tête, je me dis, je vais pas en venir aux mains avec lui parce que de toute façon, j'aurais pas accès à la chambre. Ça. Et je vais me retrouver à dormir en cellule avec ce Bruno qui, là, pour le coup, effectivement, sera au chaud. Voilà. Mais c'est pas la solution. Donc, je dis au mec, je vais faire la demande d'annulation, mais par contre, vous me l'acceptez. Vous me remboursez. Le mec, il me fait, ok, pas de problème, barrez-vous. Ok. Donc, on s'en va. Et là, je dis à Bruno, bon, tu viens dormir chez moi. Bruno me dit non. Je fais, maintenant, ça suffit, Bruno. Maintenant, ça suffit. Voilà. Tu viens chez moi, ça suffit, parce que là, je peux pas te laisser dehors dans cet état-là, ça suffit. Et Bruno me dit, je ne peux plus marcher, Thibaut. Et c'est vrai que là, on était aux limites humaines. Le concernant. Et là, je fais, allez, tu viens avec moi. Et donc, je commence à le reporter, on commence à avancer. Et en fait, il y a un moment, on croise une espèce d'entrée de parking, souterrain. Et en fait, il rentre dans cette entrée de parking et il s'effondre au sol. Et il me dit, je ne peux plus avancer, Thibaut, je veux plus. Laisse-moi ici. Et là, je me dis, mais putain, c'est pas possible, quoi. Il est au bout du rouleau, physiquement et psychologiquement. Physiquement, psychologiquement, et là, dans l'état de faiblesse et le froid qui arrive, je pense que le lendemain, on le retrouvait dead. Mais vraiment, là, et donc je prends mon téléphone et j'appelle ma chérie et je lui dis, écoute, il veut plus avancer, Bruno.
Il veut pas venir à la maison, il peut plus avancer. Et là, ma chérie, elle a les phrases suivantes. Elle me dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Et je dis, mais je sais pas, en fait. Je fais, dans ces cas-là, Thibaut, tu trouves une solution. Et je fais, mais je sais pas, elle me fait, Thibaut, tu te démerdes. Tu trouves une solution. Tu te démerdes. Voilà. Mais tu le ramènes. Voilà. Et, on raccroche le téléphone. Et là, j'ai une sorte de sentiment de colère, pas par rapport à ma compagne, parce que ma compagne a eu les mots justes. Il y a un moment, c'est trouve une solution. À un moment, c'est, voilà. Voilà. Mais en fait, j'ai la colère parce que je me dis, mais putain, mais en fait, c'est bon. C'est juste un délai d'attente. On a le passeport, on a tout ce qu'il faut, il y a tout, en fait. Il y a juste une nuit à passer au chaud, c'est tout. C'est tout. Après, il va être à l'hôtel et après, on va à la banque, on retire son argent, c'est bon, c'est fini après. Et là, en fait, on est en train de me le retirer, ça. C'est vraiment, tu craques à 10 mètres de la ligne d'arrivée, c'est pas possible. Et en fait, la colère monte et elle redescend d'un coup parce que je me souviens d'une phrase que j'avais dit à quelqu'un. J'avais dit, en fait, vous aidez quand c'est dur. C'est quand justement ça grince au sol, quand ça arrache tout ce qui passe, quand il y a des larmes, de la sueur, quand ça veut pas avancer, c'est là où vous aidez. Quand c'est facile, vous aidez pas les gars, vous profitez juste de la situation pour dire j'étais là. La vraie aide, c'est quand justement c'est pas possible sans vous en fait. Et là dans ma tête, je me dis ouais effectivement, faut vraiment que je trouve une solution parce que c'est ma responsabilité. Et là je me penche comme ça, je regarde Bruno, je fais Bruno, écoute-moi bien. On va faire des pauses régulières, mais il faut que tu viennes à la maison. Une fois que tu seras à la maison, tu vas pouvoir dormir au chaud. Tu mangeras tout ce que tu voudras. Je te commanderai tout ce que tu voudras. Tu prendras une douche, tu seras bien. Tu seras au chaud, tout ira bien. Et derrière, ta vie, elle change. Laisse-moi, donne-moi, aide-moi à t'aider. Et là, je lui tends la main, il me regarde. Et il m'attrape la main et je le lève. Et je le porte quasiment sur mon dos, mais vraiment. Et j'avance. Et première pause, deuxième pause. À la troisième pause, il s'effondre au sol, dans la rue. Et les gens l'enjambent. Voilà. Les gens s'en foutent en fait. Après, l'indifférence. Voilà, c'est comme ça. Voilà, faut faire abstraction de ça. Il y a des gens par contre qui s'arrêtent, qui me demandent s'ils veulent appeler les pompiers. Je leur dis que ça sert à rien. Il a pas besoin des pompiers. Non, là, Bruno, il a juste besoin d'aller chez moi en fait. Il a pas besoin de pompiers en fait. Je ne vais pas déranger les pompiers pour une urgence. Il y a des gens qui sont dans une urgence beaucoup plus vitale en fait, qui se sont ouverts les trucs. Enfin, vous voyez, donc non. Là, il faut arriver à remotiver le bonhomme, quoi. Et il y a une dame avec sa poussette qui s'arrête et qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur? Je fais, écoutez, allez me chercher de l'eau. J'ai juste besoin d'eau. Là, je peux pas le laisser comme ça, je peux pas le laisser avec vous non plus. Donc, la dame avec sa poussette, elle est allée chercher de l'eau, elle est revenue 5 minutes plus tard. Je fais boire Bruno de l'eau, hop, on se relève. Et enfin, on arrive chez nous. Je la fais un peu plus courte. Enfin, on arrive chez nous. Et Bruno monte mon 3e étage sans ascenseur. Je raconte pas aussi la galère. Et arrivé chez moi, il se retrouve face à ma compagne pour qui il a une grande admiration. Et il se retrouve face à elle, et ma compagne lui fait un grand sourire jovial, et Bruno, les larmes montent d'un coup, et on le sent vraiment très honteux, il baisse les yeux, et ma chérie, elle fait comment ça va Bruno? Et là, il lui dit j'ai honte. J'ai honte. En anglais, il lui dit j'ai vraiment honte. Et là, ma chérie, elle le regarde, elle fait non, enfin, tu peux pas avoir honte, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, tu es un hôte, c'est un privilège de t'avoir à la maison. La honte, en fait, tu l'as laissée en bas de l'immeuble. Maintenant que t'es ici, c'est dodo, c'est chaleur, c'est confort, c'est nourriture, c'est repos. Voilà. Le reste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bruno, je l'emmène dans la chambre. Bruno ne veut pas aller sur le lit puisque il est sale. Mais vraiment. Et il veut pas salir le lit. Donc je fais comprendre à Bruno que je vais y installer quelque chose sur le lit pour qu'il daigne bien vouloir s'allonger sur le lit. C'est quand même compliqué de se reposer sans s'allonger. Donc, je mets quelque chose sur le lit, il accepte de s'allonger, et là, il dort pendant 2h30. Je pouvais pas le mettre à la douche tout de suite, il était pas en état. Là, il pouvait glisser, tomber, se casser la nuque, enfin, c'est pas possible. Donc, il dort. 2h30 plus tard, il va prendre sa douche. Et il est resté 40 minutes sous la douche. En fait, avec ma chérie, on était en train de se regarder, on était en train de se dire, et en fait, nous-mêmes, on était super contents. Et en fait, il y avait un côté hyper satisfaisant même pour nous de se dire que si ça se trouve, il est en train de taper la meilleure douche de sa vie, en fait, les gars. La chaleur de cette eau chaude, de cette propreté enveloppante, vous voyez ce que je veux dire, qui vous fait du bien, en fait. Ça, qui vous nettoie l'âme, en fait. Et donc, il est resté 40 minutes sous la douche. Moi, j'étais en plein kiff. Je me suis dit, vas-y, profite. Il est ressorti de là. J'avais des vêtements neufs, propres, voilà. Il était bien, cocooning. Et
il a dormi un peu par intermittence pendant la nuit, donc moi je l'ai un peu veillé parce que en fait, quand il se levait, je me levais aussi parce qu'il avait les jambes qui tremblaient, et qu'il n'arrivait pas à marcher correctement. Bref, et Sola l'a veillé quasiment toute la nuit. Ah, le chien est resté. Ouais. En fait, Sola dormait devant la porte de Bruno, et parce que j'avais fait sortir de la chambre parce que Bruno avait besoin de se reposer, sinon Sola allait monter sur le lit et voulait interagir avec Bruno. Donc il a dormi devant sa porte, et le lendemain matin, je me retrouve avec un Bruno qui est transfiguré, qui n'est plus le même homme. Les traits beaucoup moins bouffis, plus reposés, et Sola le collait partout où il allait. Sur le balcon, Sola allait sur le balcon. Quand Bruno est sorti du balcon, Sola l'avait devancé pour l'attendre. Sola s'était allongé sur le lit de Bruno. Pour je sais pas, il sait qu'il a pas le droit de monter sur le lit, mais là il était monté sur le lit. Résultat des courses, je le dépose à l'hôtel. Par contre, j'avais pris une hôtel à 150 balles la nuit, parce qu'en fait dans les hôtels un petit peu low cost, ils savent que vous êtes dans la misère, et donc ils vous traitent comme des miséreux. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça, faut faire avec. Quand vous payez des chambres d'hôtel beaucoup plus chères, on vous traite en client, c'est plus la même chose. Donc j'avais bien compris. Petite interruption, je sais pas, il s'est passé un truc, il y a un truc qui a clashé. L'émotion. Ouais, l'émotion certainement. On en était effectivement au moment où. Alors c'est Sola ou Sora? Alors c'est S-O-R-A. Ouais. Mais le R en japonais se roule un peu. Ah, d'accord. Ça veut dire le ciel en japonais. Ok. Alors attends, tu vas comprendre parce qu'il y a une connotation qui est fantastique dans toi qui aimes bien les choses un petit peu éthérées, je pense. Tu vas comprendre un truc qui est assez hallucinant dans toute cette histoire. Donc on arrive à un moment où effectivement, donc Sola le colle de partout. J'habille bien Bruno. On va à l'hôtel. Le passeport passe tranquille. Et on arrive dans la chambre d'hôtel, petite chambre d'hôtel, beau lit de place, petit hôtel parisien, un peu sexy, la télé, bref. Cool. C'est quand tu vois où est-ce que t'étais la veille, la surveille, pardon, et là où est-ce que t'es aujourd'hui, rien à voir. Voilà, rien à voir. Et donc déjà Bruno, rien à voir. Vous voyez sur les vidéos TikTok, c'est pas le même homme. Physiquement, c'est complètement différent. C'est vraiment pas le même homme. Et donc on se retrouve avec Bruno qui je lui dis, écoute, je te laisse la journée tranquille, et demain, on va à la banque. Et même la banque, vous allez voir, c'est un délire. On arrive à la banque, on décide de se pointer à la banque à 14h. Donc je me dis, je prends une horaire où c'est à peu près calme. En plein milieu d'après-midi, on est zen. On arrive à la banque, et la personne de la banque nous dit, ma collègue responsable de la banque n'est pas là. Ah, viens, tu me viens. Rien ne te sera facilité. Non, je te jure. Elle me dit, elle sera là dans une demi-heure. Je me dis, si elle est là dans une demi-heure, là, je la regarde, je me dis dans ma tête, Thibaut, faut que tu sois le plus gentil et le plus doux du monde, parce que tu n'es pas Bruno. C'est un accès à son compte. Donc, si tu commences à faire le rigolo et à vouloir jouer les muscles, ils peuvent te dire, monsieur, vous barrez, en fait. Voilà. Donc, je suis calme, je regarde, je fais, on va se poser à une terrasse de café en attendant et tout. C'est l'occasion de boire un petit café. En plus, il fait beau et tout. La nana, elle commence un petit peu à se détendre et à se marrer. Et je lui dis, juste petite question, est-ce qu'on peut quand même juste checker, ce qu'il y a sur le compte de monsieur, déjà, à savoir s'il est bien existant, tout ça. Et là, elle me dit ce qu'il faut comme pièce pour avoir accès au compte. Et c'est parti. Le passeport. Donc là, dans ma tête, je me dis, t'inquiète pas, tiens, le passeport. Et là, elle vous regarde et elle vous dit, il nous faut un RIB. Mais en fait, t'as pas compris. Je veux accéder à mon compte. Je fais comment pour accéder à mon compte pour avoir et imprimer un RIB? C'est ça. Je demande un RIB. Non mais rappelez-vous que l'assistante sociale lui avait fait. Et oui. Donc on avait un RIB. Et là, elle vous regarde et elle vous dit, il vous faut une attestation de domicile. Il vit à la rue. Si on veut avoir un logement, il faut qu'on ait accès à notre compte. Mais t'as pas dit qu'il avait une domiciliation Oui, mais parce que l'assistante sociale avait quand même fait 50% du boulot. Et il avait ce fameux document d'attestation de domicile. Mais si elle avait pas fait ce boulot, mais comment on aurait fait en fait? On vous demande une attestation de domicile pour avoir accès à votre compte, mais vous avez besoin de votre compte pour avoir accès à un domicile. Enfin, Et donc moi dans ma tête, je prends le document, je lui donne, et là dans ma tête, je fais allez 3-0. Qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que si elle vous met un but, vous perdez le match. Voilà. Vous pouvez mettre 22 buts si vous voulez. Si elle vous en met un dans le buffet, c'est fini, vous avez perdu. Mort subite. Et là, elle vous regarde. Et alors là, j'ai trouvé ça fantastique. Et elle vous dit, il vous faut une attestation de revenus. Il est à la rue.
Mais il a le RSA. Oui. Et c'est une attestation de revenus. Ah. Et là, 4-0, fin du match. non mais ouais. 4-0, la balle au centre. Imaginez en fait, imaginez la complexité du truc en fait. Si jamais, à quel point le système en fait, il vous éclate la tête. Ouais, en fait, puis si t'es pas bien câblé, si tu comprends pas tout, si t'as pas tous les, ne serait-ce que la langue, voilà, etc. C'est hyper complexe, effectivement. C'est super compliqué. Donc, tu t'en sors pas. Péter les plombs. Et donc je dis à la personne, on les a. Et donc elle commence à piétonner sur son machin là, sur son petit pad, pour accéder au compte de Bruno. Et elle tourne le pad et elle me montre l'argent qu'il y avait sur le compte de Bruno. Et je vois marqué 9 000 €. Le mec dormait à la rue, à moins 5 degrés dehors, à mourir de froid, à mourir d'alcoolisme, parce que comment faire pour ne plus ressentir le froid, alors qu'il a 9 000 € sur son compte. C'est-à-dire qu'il y avait la cagnotte plus le RSA cumulé. Et là, dans ma tête, je me dis, mais comment c'est possible qu'une telle situation ait pu exister? Putain, c'est incroyable. Et en fait, on décide de partir, on s'assale à une terrasse de café. Alors, ce que Thibaut dit pas, c'est qu'il l'avait mis en gendre idéal. C'est comme ça que tu l'appelles. Ouais, je l'avais habillé en gendre idéal, genre vraiment hyper propre sur lui, quoi. Et on se barre pour s'asseoir à une terrasse de café en attendant de passer cette fameuse demi-heure. Ouais. Et là, je regarde Bruno, je dis, mais attends, mais c'est quand même extraordinaire. Il me regarde, il me fait, c'est fou, hein. Il fait, tu te rends compte un peu de l'absurdité du système, en fait. Enfin, c'est quand même pas possible. Il me fait, mais il en rit. Au bout d'un moment, il se finit par en rire. Et c'est un peu un rire sarcastique. Et je lui dis, t'as vu la tête qu'elle a faite, la dame, quand elle m'a demandé ton nom de famille et que j'ai dû l'épeler. Et, parce qu'il s'appelle Svegzn. Oui. Donc, ce qui est imprononçable déjà à la base, ouais. Je fais le malin à le prononcer comme ça, bon, c'est 20 minutes de boulot. Et en fait, vous savez ce que ça veut dire, Svegzn, en letton? Non. Ça veut dire l'étoile. Voilà. Ça veut dire l'étoile, en letton. Et c'est quand même marrant, mon chien qui s'appelle le ciel, et c'est à ce point rapproché de cette étoile. Et il y avait un abonné qui m'avait dit, il aura fallu un ciel pour allumer une étoile. Et donc vous voyez comme quoi c'est quand même joli comme signification, c'est comme quoi, est-ce que c'était écrit, on ne sait pas, mais en tout cas voilà. Et on se pointe donc une demi-heure plus tard à la banque, et dans ma tête je me dis il faut que tout se passe bien. On s'apprête à monter les marches d'escalier, et en fait il y a quelqu'un qui arrive en même temps que nous, et moi quelqu'un de très poli, j'ouvre la porte et je laisse passer cette personne en face, juste avant nous, à 10 secondes près, et elle s'installe dans la file d'attente de la banque. Et là dans ma tête je me dis ah zut, bon j'espère qu'elle va être gentille parce que si on passe après, super. Un quart d'heure plus tard, la personne se barre, se lève, insulte la personne de la banque en disant que c'est une voleuse, une sale, je ne sais pas, c'est le nom d'oiseau, patati patata. Dans ma tête, je me dis pourquoi Bonne ambiance. Ça. Pourquoi faut toujours que ce soit comme ça? Pourquoi? On peut pas faire un truc simple en jouant. Donc, on se pointe. Moi, je regarde la dame et je dis, écoutez, madame, si vous voulez, on peut peut-être vous laisser 5 minutes pour que vous soyez un peu tranquille parce que visiblement, la personne était tout à fait agréable avec vous. Et elle me dit, non, mais on est habitué. De toute façon, lui, il est pas très agréable. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je fais asseoir Bruno. Il n'y a qu'une chaise. Donc, j'évite de rester debout face à cette dame parce que je trouve que ça donne une position pas, et donc, je mets un genou au sol. Je descends et je la regarde et je dis, et là je fais un trait d'humour et je dis, j'ai l'impression de faire une demande en mariage. Là elle se marre et elle me demande toutes les pièces pour pouvoir les rentrer dans le système. Et en fait maintenant c'est très informatisé, elle scanne la chose avec son appareil et l'ordinateur mouline lui-même et vous dit si c'est valable ou pas. Premier truc, valable, et le quatrième, valable, et la petite croix verte s'affiche, on a accès au Mazel Tov. Là on retire le maximum qu'on est capable de retirer. On sort de la banque, on avait l'impression d'avoir fait le casse du siècle. Tu sors de là, t'as l'impression d'entendre la musique de Mission Impossible derrière nous quand on marche dans la rue, tu vois. Genre, t'en peux plus, quoi. Tu vois, c'est genre, voilà. Et en fait, on avait retiré 800 balles. Hein. Donc pour vous, ça vous paraît bête, hein. Mais pour nous, c'était le délire. Énorme, attends. C'était le délire. Et là, je regarde Bruno et tout de suite, moi, mon cerveau il mouline. Job, on recherche d'appartements et patati. J'avais plein de propositions d'abonnés sur TikTok qui me demandaient plein de nouvelles, qui me proposaient des boulots, des RH qui m'avaient contacté. Enfin, tu vois, la totale, quoi, tu vois. Et là, Bruno, il m'arrête direct dans ma réflexion, il me dit stop. Ça suffit, Thibaut. T'en as assez fait, là. On arrête. D'accord? Maintenant, c'est à moi de faire les choses. Voilà. J'ai mon passeport, j'ai accès à mon compte bancaire. Et comme il m'a dit en anglais, je suis un grand garçon.
D'accord. T'as été là au moment où je ne pouvais. C'était un combat que je pouvais pas mener seul. C'était pas possible. Maintenant que je peux, c'est à moi de le faire. Voilà. Et je dis OK. Il me dit je vais m'acheter un téléphone, je vais te donner mon numéro. Et on se donnera des nouvelles. Les gens qui veulent me contacter pour m'aider, ils pourront me contacter via mon Facebook. Voilà. Donne-leur mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent m'aider et qui me donnent leur numéro et transmets-le-moi s'ils veulent donner leur numéro. De manière à ce que ça soit comme ça. Mais toi, de ton côté, ça suffit. Voilà. D'un côté, j'étais pas un peu triste, mais un peu nostalgique. Et d'un autre côté, je me suis senti aussi un peu soulagé. Parce que, en fait, je lui avais appris à pêcher. C'est tout. Maintenant, tu pêches, mon pote. Ouais, tu mets le pied à l'étrier, t'es tombé de cheval, on te remet en selle et vas-y, roule. Exactement. Donc, émancipé, quoi. Ouais. Vas-y, c'est vol petit oiseau, quoi. À un moment, ça va, quoi. Voilà. C'est aussi une manière aussi pour lui je suis pas son père, je suis pas son grand frère. Enfin, vous voyez, à un moment, faut, moi, je dis souvent, le triomphe, c'est savoir vaincre en restant à sa place, et ma place, c'était pas de le coller, quoi. Ouais. Vous voyez? Donc, très bien. Non. Moi, je l'ai regardé, je lui ai fait un grand sourire. Et puis, c'est beaucoup plus sain. Tu vois, Exactement. Et donc, je suis arrivé chez moi, je me suis posé dans mon canapé, j'ai regardé dans le vide, et j'ai fait une petite rétrospective. Ouais. Tu vois, et j'ai essayé de tirer les leçons de toute cette histoire, en fait. Ouais. Tu vois. Alors, c'est quoi les leçons de toute cette histoire? Il y en a plusieurs de leçons dans toute cette histoire. La première, c'est que, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous et on les voit pas, en fait. Oui. Voilà. Que, en fait, aider, c'est quand c'est dur. Oui. Voilà. Voilà. Aider, c'est quand c'est vraiment très dur. Que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais. Tu vois. J'ai fait confiance aux associations, tout ça. J'ai pas contrôlé, j'ai pas vérifié. Je me suis dit c'était bon. Et en fait, si j'avais contrôlé, on aurait pu réagir bien plus tôt et éviter énormément de choses. Que en fait, aimer, c'est instinctif. Aimer, c'est instinctif. Je dis toujours, en fait, quand tu aimes quelqu'un pour sa beauté, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Ouais. Quand tu aimes quelqu'un pour son argent, c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Quand tu aimes quelqu'un pour son charisme, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Ouais. Quand tu aimes quelqu'un, mais tu sais pas pourquoi, c'est de l'amour. C'est joli. Voilà, c'est de l'amour. Et ton chien, c'était vraiment ça. Et mon chien, c'était vraiment de l'amour. C'était vraiment de l'amour. Non, l'amour n'est pas humain. L'amour n'est pas spécialement à l'humain. Et je vais même vous dire un truc. L'amour, et ça je le dis souvent aux gens, l'amour, ça se dit pas en fait. L'être humain s'imagine qu'il est le seul à aimer parce qu'il peut le dire. Mais en fait, l'amour, c'est quelque chose qui se dit pas, c'est quelque chose qui se fait. Voilà. Tu peux dire à ta femme que tu l'aimes, tout ce que tu voudras. Si quand tu rentres à la maison, tu lui mets des pains dans la gueule, c'est pas de l'amour. Tu lui dis que tu l'aimes. C'est pas de l'amour. Ouais. On arrête. Et l'amour, c'est protéger. Quand on aime les gens, on les protège. Donc, mesdames, messieurs, si vous vivez avec quelqu'un qui ne vous protège pas, il ne vous aime pas. C'est tout. Voilà, je le dis. Voilà. Quand on vous fait vivre quelqu'un dans l'angoisse de vos sentiments, je sais pas si, et en fait, vivre dans l'angoisse et l'incertitude des sentiments, c'est une souffrance. Donc, quand on met les gens dans la souffrance, on ne les protège pas. Et si vous ne les protégez pas, vous ne les aimez pas. Le premier acte d'amour, c'est la protection. Voilà. Tu penses que toute cette histoire, ça, alors, c'est une question idiote parce que je pense que la réponse est oui, mais toute cette histoire, ça t'a changé profondément? J'ai l'impression qu'en fait, tout était là déjà. En fait, c'est juste que ça a révélé des choses chez toi. Enfin, c'est les amis en lumière, pardon. Dans la défaite, vous apprenez. Dans la victoire, vous confirmez. Voilà. Bon, bah là, on peut parler de victoire. Donc, j'ai confirmé. Voilà. J'ai toujours été quelqu'un d'acharné, en fait. Quand je veux quelque chose, je laisse. C'est pour ça que je dis, j'ai pas l'espoir, moi, j'ai la volonté, en fait. Un jour, en entretien de motivation, un recruteur m'a dit, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Je leur ai dit, c'est pas très compliqué. Pour les défauts, je les ai tous.
La seule chose que j'ai pas, c'est les déviances sexuelles bizarres. Je les ai pas. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant. Il y avait trop de défauts en fait. À un moment, ça rentrait plus en fait. À un moment, voilà. Mais tous les autres, je les ai. Je suis colérique, je suis menteur, je suis manipulateur, je suis agressif. Je les ai tous en fait. Je suis retardataire, je suis procrastinateur. C'est pas compliqué. Je les ai tous. Je suis probablement la personne la plus normale du monde en fait. Mais vraiment, je suis vraiment, mais de loin la personne la plus normale du monde. On a tous besoin d'être hors du commun. Et je sais plus. Je crois que c'est Warhol qui disait, il y a rien de plus commun que le besoin d'être hors du commun. Et en fait, je suis vraiment hyper commun. Et donc le mec, en vraiment, il commence un peu à stresser. Et bien, ouais, super, intéressant pour le recrutement. Il me dit, sinon les qualités, comment ça se passe? Et genre là, j'en ai 2. Donc déjà, ça fait un rapport qui est pas terrible. Je lui dis, la première, c'est que je suis tout à fait au courant que j'ai tous les défauts du monde. Ouais, c'est une vraie qualité. Plutôt une qualité. Donc je suis tout à fait au courant. Et la deuxième, c'est que j'ai une volonté farouche. Je suis quelqu'un de vraiment, en termes de volonté, je suis vraiment, vraiment, je suis même obstiné, mais au dernier degré. Et en fait, j'ai la volonté farouche d'aller contre mes défauts, en fait. Si je suis retardataire, je m'arrange, mais alors comme pas possible pour être à l'heure. Si je suis procrastinateur, je fais en sorte de me faire une liste pour pas être procrastinateur et pour me coucher quand la liste est finie. Comme je sais que je suis colérique, j'ai tendance à m'entourer de collaborateurs qui sont carrément posés pour pouvoir me cadrer. J'essaye, en fait, moi je dis toujours qu'un très très bon manager, c'est pas quelqu'un qui sait tout faire, mais qui s'arrange pour s'entourer des bonnes personnes, hein, de façon à faire en sorte que tout soit fait. Ouais, je suis d'accord. C'est tout. Voilà. Et donc moi dans cette histoire, je savais quels étaient mes défauts et je me suis dit, tu sais quoi, utilise tes défauts. Quand j'avais pas envie de faire un truc pour Bruno, je me suis dit, bah tu sais quoi, justement, fais-le. Ouais. Parce que justement, t'as pas envie de le faire. Parce que tu te fais rattraper par ton instinct, c'est le moment de lutter contre. Voilà. Et alors, l'épilogue de tout ça, aujourd'hui, Bruno, c'est quoi? Aujourd'hui, Bruno, il est parti à Toulouse parce qu'il avait une proposition d'entretien d'embauche dans un hôpital. Ouais. Dans un hôpital, et parce qu'il voulait travailler dans un hôpital. Il voulait rendre la chance qu'il a eue à d'autres. D'accord. Il voulait aider comme il a été aidé. Comme quoi, le mec, quand même, j'arrête de le dire. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui l'aident pour faire son CV, pour faire son comment ça s'appelle, pour faire des démarches administratives dont il va avoir besoin pour trouver un appartement, ce genre de choses. Donc il est accompagné, il est suivi. Et il a toujours un problème. Je pense qu'il y a toujours son problème d'alcool. Oui. Et ça, c'est un démon. C'est pas le seul à se battre contre lui. Voilà, il y a des personnes qui sont richissimes, extrêmement célèbres et qui ont ce problème-là et qui se battent contre ça tous les jours. Et comme je le dis souvent, en fait, c'est un combat qui est dur, qui est long, qui est difficile. On ne peut lui souhaiter que de le combattre et de réussir ce combat. Mais après, chacun ses démons. Voilà, on a tous nos vies, on a tous nos problèmes, on a tous nos Le truc, c'est que il va falloir qu'il se batte contre ça. Mais pour le reste, il a les clés en main. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est foncièrement gentil, qui est délicat, qui a Parlez avec lui. Parlez avec Bruno, vous allez voir. Ça vous donne une autre image, une autre vision du monde. Tout ça. Ça part d'un sourire à un chien. Ouais, tout ça part d'un sourire à un chien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a eu de la chance, Bruno, de vous croiser. Je fais non, il n'a pas eu de chance de me croiser. Ah non, parce que tu l'as expliqué, toi, t'étais pas dans le mood, hein. Ah non, pas du tout, non. Non, il a juste eu la bonne idée de sourire à mon chien. C'est tout. Ouais. C'est con. Je suis hyper sensible, moi je suis comme toi, ça me fout les poils là, quand tu dis ça. Je vais te dire une phrase qui est très juste dans cette histoire, je sais plus qui disait ça, c'est une chance que d'avoir du talent. Encore faut-il avoir le talent d'avoir de la chance. Non. Et Bruno, si vous voulez, c'est quelqu'un de chanceux parce que c'est quelqu'un qui fait les choses, c'est quelqu'un qui dit les choses, c'est quelqu'un qui vit les choses. Un truc que je vous ai pas dit, c'est que pendant l'entretien que j'ai eu avec lui, quand je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec tout cet argent, je lui ai dit, écoute Bruno, est-ce que tu veux que je continue de te filmer? Est-ce que tu veux retourner à l'anonymat parce que c'est possible, on peut faire tout dans le secret si tu veux. Bruno il m'a dit non, filme Thibaut. Filme parce que les gens ont besoin de voir l'absurdité de cette situation. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé, doivent voir la vie. Je fais oui Bruno, je vais te montrer dans des situations que je sais pas, tu t'as bien vu comment t'étais hier, t'as vraiment envie de montrer ça aux gens. Il m'a regardé et il m'a dit c'est la vie. Ben oui, parce que les gens qui s'offusquent, parce qu'il va y avoir des gens sur ton podcast qui vont s'offusquer et je peux même pas les juger pour ça. Quand ils vont entendre, on s'en fout, mais on s'en fout, on les emmerde. Mais non, mais même pas. Je vais leur expliquer la réflexion parce que vous êtes là en train de dire,
oui, mais pourquoi tu l'as filmé dans ces états-là? Est-ce que tu te rends compte de l'image que ça envoie? Est-ce que tu te rends compte de filmer ce pauvre homme pour attirer l'attention, pour voir des vues et tout? Et je leur dis à ces gens-là, mais vous avez regardé la liste de Schindler, vous avez regardé un film avec des gens qui se prenaient des balles dans la tronche pendant tout le long du film, en fait. Vous avez vu des gens comme ça, vous allez voir les Avengers au cinéma, vous avez regardé vos séries télé du film de Noël pour vous donner un feel good musique, et quand on commence à filmer ce qui se passe en bas de chez vous, vous vous offusquez en disant que c'est du voyeurisme. C'est pas du voyeurisme, c'est la vie. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Il y a le côté aussi où les réseaux sociaux t'ont permis justement d'avoir plus d'impact. Ça a eu un effet de levier. Et puis, mais il n'aurait pas eu ça, en fait. J'aurais pas pu l'aider à ce point sans ça. Les services sociaux l'auraient pas pris en charge. Il n'aurait pas pu être logé à l'hôtel parce que c'est une abonnée qui m'a envoyé. Il a pu manger pendant des semaines quand il était dans sa tente parce que les gens l'ont vu, en fait. Parce que les gens ont vu que c'était quelqu'un qui était normal, c'était lui, c'était nous, ça pouvait arriver à vous, ça vous arrivera peut-être à vos enfants, on ne sait pas, en fait. Et en fait, c'est juste regarder regarder qui il est. Toi voilà. Qui aimes bien les citations et les phrases, t'es comme moi. Il y en a une de Confucius. Alors, on attribue beaucoup de choses à Confucius, mais celle-là, je pense que elle est pas mal. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voudraient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Exactement, c'est tout à fait ça. Je la retiens, celle-là, elle est bien. Et ça veut dire que effectivement, quand tu es dans l'engagement, eh ben, c'est rare d'avoir des gens qui sont avec toi. Au contraire, t'as plein de gens qui vont t'expliquer que c'est ceci, c'est cela, etc. Un jour en live, il y a quelqu'un qui m'a dit comment dire, en fait moi en live quand c'est comme ça, j'ai des modérateurs qui virent les personnes parce que ça me saoule en fait, j'ai pas le temps, c'est bon quoi, c'est insupportable. Mais un jour le mec il m'a dit t'aurais pas dû faire ça comme ça, t'aurais dû et tout. Et là j'ai un de mes modérateurs, j'ai dit à un de mes modérateurs, j'ai dit Julien, non ne fais rien parce que lui Julien il est efficace mais alors c'est-à-dire que parfois le mec il a même pas le temps de mettre il a envoyé le truc, il est parti le mec hein. J'ai dit attends Julien, celui-là tu me le laisses s'il te plaît. Là j'ai dit tu veux que je te dise un truc mec? Je vais te dire ce que tu es. Tu es un offusqué des canapés. C'est joli. Voilà. Tu es un offusqué du canapé. Tu es un rebelle de la salle de bain. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, t'es là avec ton téléphone dans la main gauche et ta main droite dans le froc, comme ça, et t'es là en train de crier sur ton téléphone. Che Guevara du 8e arrondissement, ouais. De temps en temps, tu sors ta main pour savoir si t'as toujours la même odeur de médiocre. Et puis derrière, tu te mets à hurler sur tout le monde qui, eux, agissent. Ouais. Voilà. Je lui fais, mais toi, puisque tu sais faire les choses, puisque t'as la solution, pourquoi t'es pas allé le voir? Puisque tu sais qu'on aurait dû faire les choses comme ça, pourquoi tu l'as pas fait? L'adresse, tu la connaissais, tu savais, en plus t'es en train de me dire que t'es dans le quartier, pourquoi tu l'as pas fait? Tu l'as pas fait parce que tu fais pas les choses, tu vis, tu rêves ta vie, voilà, mais c'est la seule chose que tu fais. D'accord? Oui, effectivement, j'aurais pu faire 1000 choses différemment, en fait. Mais en attendant, les choses ont été faites. En attendant, la méthode a donné ce résultat. Moi, j'éduque mon animal. Parfois, il y a des gens qui me disent qu'il faut pas faire ceci, qu'il faut pas faire cela. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? En attendant, mon animal, il est heureux et il se promène dans les rues de Paris. C'est sans laisse. C'est un chien tout à fait équilibré. Est-ce que j'aurais pu et dû faire autrement? Peut-être. En attendant, moi, la seule chose que je vois, c'est le résultat. Donc, agissez. Si vous avez la méthode, agissez. Arrêtez de dire aux gens ce qu'ils pourraient faire. Si vous l'avez, faites-le. Sinon, silence. Voilà. Respectez le silence, en fait. Voilà. Parce que, rappelez-vous une chose, les paroles que l'on dit sont écrites dans les cieux. Attention, hein, quand vous dites jamais je ferai ceci, jamais je ferai cela. Attention. Ouais, puis, parce que la vie, elle est taquine. Hein. Je sais pas qui a dit ça, mais tu sais, c'est un imbécile qui marche va plus loin qu'un prix Nobel assis. Voilà. Ouais, exactement, tout à fait. Parfois, il tourne en rond, mais en attendant, il y a un potentiel d'action. Mais voilà, enfin, tout ça, et je vous invite à aller regarder les vidéos, maintenant que vous avez tout le background de l'histoire, parce que ça va vous toucher encore plus, parce que, en plus de ça, si vous aimez les chiens, voilà, Sora, c'est juste un chien qui exprime de la joie et ça aussi c'est super sympa. Si les gens veulent te contacter, Thibaut, déjà est-ce que tu veux qu'on te contacte ou Oui, mais il y a aucun souci. Je passe par l'Insta de Sola, c'est plus facile parce que sur TikTok on est obligé de s'abonner les uns aux autres pour pouvoir communiquer, alors que sur Insta ils peuvent me contacter directement sur l'Insta de Sola, ils m'envoient des messages. J'essaye de répondre au maximum aux gens, sachant que je suis quand même pas mal sollicité, mais en règle générale, vous avez toujours une réponse de ma part. Ça peut prendre 1 ou 2 jours, mais j'essaye de vraiment de répondre à un maximum. Alors, l'Insta, c'est la vie tout attaché,
_2_Sora, S-O-R-A. Tout à fait. Ok. Parfait. Allez, je t'ai pris énormément de temps. Il va falloir que tu présenteras toutes mes excuses à tes clients mais vraiment, et je te remercie infiniment du temps que tu nous as consacré. En très très vite parce que tu peux pas y couper quand même les 7 dernières questions. Quel est ton mot préféré? Le mot préféré? Ouais. Volonté. Quel est le mot que tu détestes? Abandonné. Le son ou le bruit que tu aimes? La musique. Le son ou le bruit que tu détestes? Le silence. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Ça peut être en laiton, si tu veux. Mon juron, c'est compliqué parce que j'en connais plein. Ouais, faut pas me prendre pour une tringle à rideau. Ok, c'est joli, c'est mignon. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée? La citation que j'aurais aimé ici, parce qu'on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Ouais. Ok. Alors c'est soit Eleanor Roosevelt ou, enfin bon, l'auteur est un peu inconnu, mais ouais. Ok. Et la dernière, si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? T'as fait du bien. Mais tu sais, alors ça demande beaucoup d'engagement, tout ce que t'as fait. Je sais pas quoi dire en fait. J'ai envie de te dire que t'es un mec bien. Tu vois, c'est un truc tout bête. Mais voilà, t'es un mec bien, t'as fait du bien à une personne, en l'occurrence, mais si ça, et le fait de l'avoir partagé et de le partager ici avec nous, bah tu sais, si ça peut provoquer une étincelle quelque part à un moment, tu vois, le côté effet papillon, bah putain, t'auras changé le monde. J'ai tendance à dire, vous savez, messieurs, dames, pour ceux qui vont écouter, c'est pas parce que vous n'êtes pas prêt à sauver le monde entier que vous pouvez pas sauver une personne. C'est pas parce qu'on n'est pas prêt à donner 1000 qu'on peut pas donner 100. Si on n'est pas prêt à donner 100, bah, on peut peut-être donner 10. Et si on peut pas donner 10, on peut donner 1. Et si on peut pas donner 1, la seule chose qui nous appartient, qu'on possédera toute notre vie, et qu'on peut donner, c'est un sourire. Voilà. Et même ça, parce que sourire à quelqu'un, c'est lui offrir une seconde d'existence, même pas un dixième d'existence, mais c'est comme donner quelque chose. C'est énorme. Je suis d'accord. Thibaut, un énorme merci pour ce temps, parce que je sais que là, il y en a qui sont en train de râler en disant putain, mais où il est où? C'est pas grave. Un grand merci. Un grand merci d'avoir partagé ça avec nous, et puis je sais pas, je sais même pas, voilà, c'est aujourd'hui, c'est on est à 2 jours de Noël, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, voilà. Oui, exactement. Donc exactement. Un grand merci. Soyez des gens gentils. La gentillesse, malheureusement, on en a fait presque une caricature. On sera jamais trop gentil, messieurs, dames. On sera toujours trop méchant, mais jamais trop gentil. Voilà. Ce sont les autres qui abusent de notre gentillesse, mais on n'est jamais trop gentil. Voilà. Mère Teresa dit « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux ». Eh ben, Thibaut, merci infiniment pour tout ça. Bye bye. Merci à vous. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.